j'ai quitté mon taf en août et en octobre, je faisais 6 000 € de chiffre d'affaires. On sait qu'un CM, c'est quelqu'un qui gère les réseaux en gros. Mais ça, on va dire, c'était la vision il y a 10 ans. Quand t'es en agence, que t'aies 2 clients ou 5 dans ton portefeuille, ton vrai portefeuille, il prend pas plus, quoi. La prospection téléphonique, c'est ce que nos élèves font le moins parce que c'est ce qui leur font le plus peur. C'est moins douloureux d'être envoyé chier par mail que au téléphone. Là, si je prospecte tous les jours 1 heure ou 2, que je me fais un rendez-vous par jour, en fait à la fin du mois j'ai signé 3 clients. Si demain je veux aller habiter à Miami, je peux faire un plan et dans 1 an je vis à Miami, tu vois. Toi, quand tu fais tes scripts, tu mets juste des bullet points ou tu rédiges tout le script? Non, je fais juste des bullet points. Mais ça, quand j'étais à l'école de communication, c'était pareil. Genre, j'étais incapable d'avoir un script avec ma présentation orale et tout. Ouais. Je voyais mes slides et du coup, je savais le message que je voulais faire passer et c'était plus naturel, quoi. Ouais. Pareil. Et réciter les textes. Franchement, là, je regardais les vidéos qu'on tournait il y a 2 ans. Bon, déjà, on voit qu'on s'est amélioré. Et franchement, c'était nul, je trouve. Parce que c'était les premières vidéos short que je faisais. Ouais. Tout était scripté et c'était pas naturel. Genre, bon, c'était cool d'avoir. Ça m'a permis d'apprendre et tout. Mais quand je vois avec le recul, j'aime pas. Et je pense que ça, c'est. Je sais pas si toi ça te l'a fait, tu revois tes contenus que tu crées il y a moins d'un an. Hein. Même les premiers que j'ai postés sur le compte de Devenir CM, ça me cringe un peu aujourd'hui. Alors ceux que je postais sur mon compte pro au début, avant comment tu m'as connu, quoi, c'est terrible, c'est horrible de s'entendre parler. Et puis ça se voit, je suis toute penaude, je parle tout doucement et tout. J'ai pas du tout confiance en ce que je dis alors que... Mais ça, tu sais ce que ça me fait dire, c'est que au début, les gens quand ils se lancent, ils sont perfectionnistes, ils ont envie de faire le meilleur post et tout. Et en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que ça va être de la merde dans tous les cas. Oui, genre clair. Ton premier post, avec tout est subjectif, genre le truc parfait, ça n'existe pas. Et même quelque chose que toi tu trouves parfait, 1 mois après, tu peux changer d'avis aussi. Donc c'est vraiment la preuve que c'est vraiment subjectif. Et moi, il y a plein de trucs que je revois des créas que je faisais à l'époque. Et pourtant, ça marchait. Bah oui. Ça veut pas dire que ça marche pas. Non, mais c'est pour ça. Donc ça veut dire, même le truc que là, tu juges pas bien, en fait, il faut le poster. Quoi. Oui, parce que moi, c'est ces vidéos qui ont fait que le compte, il a pris un peu et qu'après, toi, tu m'as connu quand on a commencé à travailler ensemble et tout. Alors que les vidéos, objectivement, aujourd'hui, en tout cas, elles sont pas... Ouais, c'est clair. C'est un peu gênant. Bon, on a commencé le podcast, en fait. On a commencé le podcast. Trop bien. Donc, d'habitude, on filme des shorts. Ouais. Et là, on s'est dit, on va faire un podcast. Je sais pas combien de temps ça va durer. On va vraiment prendre le temps et on va partager des conseils. On va vraiment essayer de donner vraiment toutes les clés aux personnes qui veulent se lancer en tant que community manager. On va partager notre expérience. On va vraiment essayer de donner toutes les clés, prendre le temps pour les gens. Donc, ça fait 3 ans. On a accompagné plus de 300 personnes à lancer leur activité de community manager, à apprendre le métier et à se lancer en freelance. Donc là, vraiment, dans le podcast, on va partager toute cette expertise qu'on a acquis en ayant nos clients nous-mêmes en tant que CM et en ayant accompagné toutes ces personnes à se lancer. Et du coup, sur nos réseaux, on reçoit toujours plein de questions. C'est quoi un CM? C'est quoi ses missions? Combien on facture? Comment on trouve des clients? Comment on s'organise, etc. Et là, on va répondre à tout ça. Ouais. T'es chaud? Ouais, je suis très chaud. Trop bien. Juste, Yacine, avant qu'on commence, je pense que tu t'es un peu trompé sur les chiffres. J'ai dit quoi? On a accompagné 300 personnes. Non, plus de 800. Plus de 800 personnes. Tu vois, c'est que ça passe trop vite en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, 300 personnes, c'est l'année dernière. Voilà. Donc 800 personnes aujourd'hui qui ont bénéficié de tes conseils en tant que CM pour lancer leur activité. Ouais, de mes conseils, on est 15. Et maintenant, oui, c'est une équipe. On est 15 dans l'équipe, donc aujourd'hui, on a tout un dispositif pour accompagner nos clients. Ouais. Et donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait partager un peu beaucoup de notre savoir. C'est ça. Mais du coup, c'est quoi un CM, Laurie? Et du coup, c'est quoi un CM? C'est marrant parce que j'ai fait un TikTok il n'y a pas longtemps, mais il est toujours dans mes brouillons, où j'ai demandé à pas mal de personnes de mon entourage de décrire mon métier avec leurs mots. Parce que j'ai l'impression que les gens ils comprennent rien de ce que je fais. Et du coup, j'ai des copines qui m'ont dit toi, t'aides à faire percer les gens sur TikTok. Ouais. Ouais. Il y a une autre copine qui m'a dit c'est pour que les entreprises cool arrivent à montrer sur leur réseau que leur entreprise, elle est cool. Ah ouais.
Ok. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est élaborer des stratégies sur les réseaux sociaux pour nos clients, pour qu'eux-mêmes ensuite acquérissent plus de clients et développent leur activité, quoi. C'est ça. On utilise les réseaux sociaux comme un moyen de développement d'une activité. C'est ça. En fait, c'est marrant parce que là, t'as une de tes copines, elle t'a dit percer sur TikTok. Ça, c'est l'objectif de visibilité. Ouais. T'as montré une entreprise cool qui est cool, c'est l'image. Ouais. En fait, il manque la conversion. Ouais. Et c'est vraiment ça, je pense que la plupart des gens n'ont pas en tête. Parce je pense, aujourd'hui, community manager, le terme, il est quand même connu maintenant. Et on sait qu'un CM, c'est quelqu'un qui gère les réseaux, en gros. Donc, il crée du contenu, il poste, il répond aux messages, etc. Mais ça, on va dire, c'était la vision il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ça a vachement évolué. Et si tu ajoutes cet aspect conversion, justement, du coup, le CM, c'est un professionnel qui aide ses clients à développer leur business grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Donc, OK, on a de la visibilité, de l'image, mais surtout transformer les abonnés en clients. Ouais. Et c'est ça qui va apporter une valeur ajoutée. Et je pense que l'erreur la plus courante sur la conception du métier de community manager, c'est de penser que les réseaux sociaux, c'est une fin en soi, alors qu'en fait, dans notre métier, c'est un moyen. C'est comme il y a plein de corps de métier qui aident les entreprises à se développer et nous on se positionne sur les réseaux sociaux, utiliser les réseaux sociaux comme un moyen de... Exactement. Nous on est des marketeurs et on va là où l'audience elle se trouve. Donc il y a je sais pas 50 ans, l'audience elle était à la radio et les gens écoutaient la radio, on passait à la radio. Les gens regardent la télé, on va faire de la pub à la télé. Aujourd'hui les gens ils passent 4-5 heures par jour sur leur téléphone. Donc en fait, on va appliquer toutes les méthodes marketing, mais sur ce canal-là. Ouais. C'est pour ça que le métier, il peut pas mourir en fait, parce qu'il y aura toujours une audience quelque part et des marques qui voudront toucher cette audience. Et une plateforme quelque part. Et même si demain TikTok ça s'arrête, les gens ils se retrouvent quand même quelque part, quoi. Oui, de ouf. Mais moi, quand j'ai commencé, il y avait que Facebook. Non, mais ça, c'est trop drôle de me dire que tu publiais des statuts sur les murs de 2011. En 2011, drôle. c'était genre les fanpages. Après, il y a eu Instagram, TikTok, LinkedIn, tout le reste. Mais oui. Les fanpages. Les fanpages, ouais. Tu publiais sur les fanpages pour te faire connaître ? Non, comment tu faisais ? Ouais, tu publies sur ta page, quoi. C'est trop marrant. Sur les fanpages, ouais. Et alors, ça marchait à l'époque ? Vous aviez beaucoup d'engagement ? Bah écoute, ouais, parce qu'il y avait beaucoup moins de marques sur les réseaux déjà à l'époque. Ouais, c'est clair. Et la preuve, c'est qu'on devait vraiment les convaincre, les entreprises, d'y aller. C'est pas comme aujourd'hui où tout le monde est convaincu. Enfin, la grande majorité. Maintenant, les gens, ils savent. Ils utilisent tous les réseaux. Ils ont compris que les gens sont là et que ça marche. Mais à l'époque, moi je me rappelle, on me disait non, mais Facebook, il y a que des gamins dessus. Nous, on va pas aller là-bas, c'est pas sérieux. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit de TikTok, c'est marrant. C'est marrant, hein. Ouais, c'est marrant. Et pourtant, aujourd'hui, Facebook, on dit c'est que les vieux sur Facebook. C'est ça. Ouais, c'est trop marrant, ça change. En fait, un community manager, il vend pas des posts Instagram. Ouais, c'est ce que t'as mis sur ta cover. Depuis que je me suis lancée, ma cover LinkedIn, c'est je ne vends pas des posts Instagram. Trop bien. Parce que justement, je voulais que ça interpelle un peu et faire comprendre que ce qui fait la valeur de mon métier, c'est pas le nombre de posts que t'auras... sur ta page LinkedIn ou ton compte Instagram, c'est les résultats qu'on va générer derrière, quoi. Ouais. Et je pense pour que les gens ils comprennent bien, enfin les gens, salut les gens, salut les gens. Pour que l'audience comprenne bien la différence, moi j'aime bien expliquer la différence entre un community manager et un assistant virtuel. Un assistant virtuel, je pense qu'il peut prendre la mission de community management dans le sens animer la communauté, donc dans le sens être présent, quoi, sur les réseaux sociaux. Ou tu peux le voir comme ok, j'ai pas le temps de m'occuper de mes réseaux, je le délègue. C'est ça. Et je prends quelqu'un, ok, gère à ma place les réseaux. Alors que si tu veux pas juste déléguer, mais tu veux développer, tu veux avoir un expert qui va te mettre en place une stratégie, qui va te faire un avant-après. Ouais. Et là, c'est pas le même type de profil auquel tu fais appel. Ouais, c'est ça. Et je pense que même dans la posture de community management, il y en a encore beaucoup qui se positionnent dans je vous aide à gagner du temps. De toute façon, vous y connaissez rien, donc laissez-moi. C'est ça. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas en ayant cette posture-là, je pense, que tu vas. Moi, il y a une promesse que je vois et qui me hérisse, c'est concentrez-vous sur votre cœur de métier. Ouais, mais j'ai fait l'erreur au début. T'as mis ça ? Oui. Ok, oui. Concentrez-vous sur votre cœur de métier, on s'occupe de réseaux, nanana. Mais là, tu as vraiment cette notion de. En fait, t'es remplaçable. Ouais. C'est-à-dire, ok, je te délègue à toi, mais je peux l'enlever et le déléguer à quelqu'un d'autre au final. Ouais. Et c'est ça, cette notion d'assistant virtuel où tu vas payer quelqu'un à l'heure. Tu vas dire, ok, j'ai besoin de 3 posts par semaine et qu'on me réponde aux messages de 20 minutes par jour. Et ok, c'est un forfait. Ok, il y a un forfait de 10 heures semaine. 35 € de l'heure, tu vends ça à 350 balles, quoi. Ouais.
Et alors que Laurie, tu factures pas 350 balles. Non, mais j'ai facturé 350. Mon deuxième contrat de toute ma vie, là, c'était 350 € par mois. Ouais. Enfin, 400 négociés à 350. Okay. Et bon, déjà, j'avais cette posture-là à cette époque en plus, je travaille avec des artistes et des artisans. Et du coup, c'était vraiment ce truc de... Vous, de toute façon, vous êtes excellents dans ce que vous faites. Enfin, c'est des artistes, c'est un peu des... pas des génies, mais tu vois, c'est des gens, ils ont pas la notion des réseaux sociaux, tout ça. Donc du coup, moi, j'étais vraiment là, tu fais ta vie, et moi, je gravite autour de toi, et j'alimente tes réseaux sociaux derrière. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que ça marche comme ça. Ouais. Et pourquoi ça marche pas comme ça, en fait ? Parce que du coup, tu fais une offre à 400 €, et vu que tu vends un nombre de posts, un nombre de stories, des réponses aux messages privés, tout ça, le client qui n'a pas le budget, il va se dire, ok, du coup, si on diminue le nombre de posts, on peut enlever 50 € ou 100 €. Et du coup, lui, il concentre. Et il se dit qu'il paye contre des posts Instagram. C'est ça. Donc s'il réduit un peu, il peut payer moins cher. Voilà, c'est ça. Et ça devient un devis à tiroir. Et en fait, tu donnes une valeur monétaire à un post Instagram, alors qu'à la base de notre métier, c'est pas ça, quoi. Ouais. Et c'est surtout que si tu t'amuses à enlever des trucs comme ça de ta prestation, en fait, les résultats, tu les génères pas. Et donc, la collaboration se finit parce qu'il n'y a pas de résultat, quoi. Du coup, c'est quoi des résultats, Laurie ? Parce que les gens veulent savoir qu'est-ce que c'est des résultats. C'est quoi des résultats ? Déjà, je pense que ça dépend de la niche de ton client, quoi. Et quand on parle de résultats, je sais pas, des clients dans la food, par exemple, les résultats qu'ils vont chercher, c'est avoir plus de réservations en ligne, avoir plus de trafic dans leur restaurant. Et si tu travailles avec un entrepreneur ou quelqu'un qui veut générer des rendez-vous, ce sera ça sans résultat. Et voilà. Et toi, après, donc c'est des résultats business, on appelle ça. Ouais, c'est ça. C'est plus de clients, plus de rendez-vous, plus de ventes. C'est ça. Et aujourd'hui, on peut faire ça avec les réseaux sociaux. C'est ça qui est ouf, c'est que si tu maîtrises les stratégies, tu peux vraiment apporter des clients à un business grâce au réseau. Et donc c'est ça qu'on vend, en fait. Ouais. Et c'est pas des posts Insta. J'avais bien aimé ce que tu avais dit une fois, c'est que si le client il veut 10 000 abonnés dans 2 semaines, c'est possible. Bah ouais. Sauf que juste, c'est les moyens mis pour atteindre cet objectif qui vont différer, quoi. C'est ça. Et en fait, oui, tout est possible avec les réseaux sociaux si on veut atteindre une visibilité énorme et si on veut générer beaucoup de clics, etc. C'est possible, ça va être... C'est ça. Mais c'est super intéressant. Mais tu sais pourquoi j'avais dit ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais comment moi je peux annoncer au client un résultat ?» Tu vois, comment je peux lui dire « Ouais, je vais t'amener X rendez-vous et tout ?» Moi, vu que je démarre, je sais pas combien de vues je vais générer, combien d'engagements et tout, donc j'ai pas d'idée de ce que je peux avoir. Et au début, c'est normal de pas savoir si t'as jamais pratiqué, tu vois pas l'impact. Mais moi, je dis toujours, les gens, ils se trompent, c'est pas « Ok, je vois qu'est-ce que je peux mettre en place et j'essaie de voir quel résultat ça peut m'apporter », mais c'est à l'inverse, tu pars du résultat et comme tu disais, voilà, 10 000 abonnés en 2 semaines, ça peut paraître complètement fou, mais en fait, c'est juste qu'en face, tu vas mettre les moyens qu'il faut pour l'atteindre. Mettre les moyens, ça peut être investir en pub, payer des influenceurs, j'en sais rien. Ça va coûter cher forcément, mais tu vas mettre les moyens qu'il faut pour cet objectif-là. Ouais. Et donc, les gens, ce qu'ils achètent, donc c'est pas des posts Instagram, ça c'est ce qu'on va acheter à un assistant virtuel, mais c'est vraiment un accompagnement pour atteindre ces résultats. Et donc, tu dirais quoi aux community managers qui disent « Ouais, mais si ce mois-ci, par exemple, je fais pas de résultat, le client, il va pas vouloir me payer ?» Nous, on peut pas garantir un résultat. Pourquoi on peut pas ? Parce que tout dépend pas que de nous. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand tu disais, voilà, je travaillais avec un artiste, je lui disais, toi, tu fais ta vie de ton côté et moi, je te mets en lumière. En fait, ça marche pas. Il faut que cet artiste-là, s'il veut être mis en lumière, il va devoir collaborer avec toi. Il va falloir qu'il contribue à la création de contenu, qu'il te valide des posts, que vous travaillez la ligne édito, la stratégie. Il va forcément s'impliquer, le client. Et un client qui s'implique pas, tu peux pas lui apporter des résultats, t'es d'accord ? Donc, pour qu'on puisse avoir des résultats, c'est un travail en collaboration entre le client et nous. Et c'est pour ça qu'on peut pas garantir un résultat. Nous, on sait ce qu'on va mettre en place, mais ça peut marcher que si le client fait aussi sa part du taf. Et puis, il y a des éléments extérieurs aussi. Par exemple, si on a un client son but, il est dans le e-commerce et son but, c'est d'avoir plus de ventes sur son site internet et tout ça. Si à l'amont, il n'a pas bien travaillé son site internet pour que la navigation soit fluide, pour que l'ajout au panier, il bug pas une fois sur 2... Exactement. Tout ça, c'est des facteurs aussi qui font que toi, t'as beau avoir la meilleure stratégie sur les réseaux sociaux.
si ce qui suit, ça fonctionne pas, bah, du coup, les résultats, ils seront pas là. Ouais. Mais ça aussi, je pense que c'est une idée reçue qu'on peut débunker, c'est le fait de penser que le CM va tout gérer. Le client, il te donne ses réseaux, et voilà, tu gères, et à la fin du mois, tu reviens le voir et tu dis, voilà, on a eu ça. En fait, non, comme je disais, vraiment, il y a une collaboration qui doit se faire. Et moi, je voulais juste ajouter, surtout dans les niches qu'on maîtrise pas, parce que toi, dans la formation, tu dis aux élèves, trouve ta niche en fonction de ton ikigai, donc en fonction de ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, ce que tu veux faire, etc. Mais ça t'arrive aussi, en tout cas en tant que community manager, moi ça m'arrive beaucoup de commencer à travailler avec des clients qui sont dans des domaines avec lesquels j'ai aucune affinité au début, tu vois. C'est ce que je trouve qui rend mon métier passionnant, et en même temps ça peut rendre le truc compliqué parce qu'au début t'as pas le jargon, t'as pas les refs de la niche, quoi. Et du coup c'est aussi, moi je sais qu'il y en a plusieurs de mes clients qui m'ont fait carrément une formation, tu vois, c'est posé pendant 2 heures, et ils m'ont dit ok, je sais pas, les étapes de fabrication d'une guitare c'est ça. Je travaille avec une fille dans le spirituel aussi, les exercices de breathwork, c'est ça. Voilà. Et du coup, si t'as pas ça aussi, tu peux pas générer des résultats. Et c'est pour ça qu'il faut choisir une niche qui, même si qui t'inspire quand même. Oui. Parce que tu vas devoir avoir de l'inspiration et créer du contenu pendant plusieurs mois, plusieurs années peut-être avec ce client-là. Donc si vraiment, je sais pas, tu travailles dans la construction, ça te parle pas, tu vas vite te faire chier. Mais moi, j'ai découvert des secteurs comme ça. Moi, l'immobilier, par exemple, je connaissais rien, tu vois. Et j'ai appris à aimer l'immobilier à force de bosser avec des clients dans l'immo. Par exemple. Mais c'est important cette partie collaboration, elle se joue aussi dans la transmission du savoir, quoi, du client au community manager. Exact. Si on revient sur la garantie de résultat, il y a un autre truc aussi, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas une science exacte. Donc on peut pas dire ok, je poste une vidéo, je suis sûr qu'elle va faire X vues. Il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. Donc nous, on va faire une hypothèse au début sur la stratégie, on va la tester et on va être tout le temps en train d'optimiser et d'améliorer. Donc peut-être que au départ, on va pas avoir des résultats tout de suite, mais on va tendre vers ça. Depuis que tu travailles sur le compte TikTok, on a fait plein de changements dans la stratégie. On regarde les chiffres, on regarde les sujets qui marchent, on adapte. Donc c'est pour ça que tu peux pas garantir à un client, dans un mois, je vais t'apporter tel résultat. Par contre, tu peux fixer un objectif et on met en place un plan d'action pour y arriver ensemble. C'est pas juste un créatif qui fait des jolies photos et qui sait se servir des réseaux sociaux. C'est ça. Mais la dernière fois, il y avait un abonné qui me disait quand tu démarres un nouveau client, comment tu fais ? Il me disait, moi, quand je démarre un nouveau client, je lise tous les sujets possibles que je peux traiter. Donc ça, c'est vraiment l'inverse d'avoir une stratégie, tu vois. Tu sais, c'est en mode, je sais pas, tu travailles avec un club de danse et tu dis, un club de danse, de quoi je vais bien parler alors, je vais parler des événements du club de danse, je vais faire des tutos de danse. Enfin, tu sais, t'es là, tu lises des idées comme ça, mais ça a aucun sens. Puis surtout, si tu te mets en tête que tu peux parler une seule fois de telle idée, alors là, tu les écoules et après, c'est fini. C'est ça. Donc, en fait, c'est quoi une stratégie ? C'est un objectif et un plan d'action. Donc, un objectif, ça va être, par exemple, je veux générer 10 rendez-vous par semaine pour le club de danse. Je veux générer X ventes grâce à Instagram sur le site e-commerce. Je veux... voilà. Et en fait, pour atteindre cet objectif-là, on va mettre en place un plan d'action. Et le plan d'action, ça va inclure le contenu qu'on va créer, le positionnement, tout ce que tu vas déployer derrière. Et donc, du coup, une fois que tu as fait la strat, il y a plein de compétences en fait, que tu dois avoir en tant que CM. Justement, on en parlait. Avant, le community manager, il faisait pas du tout de création de contenu. Ouais, ça c'est fou. C'est un truc de fou, ouais. Et aujourd'hui, le CM, il est vidéaste, photographe, copywriter, funnel builder. Genre, t'as plein de casquettes. C'est ça qui est cool aussi. Ouais, c'est ça qui est super intéressant. Donc, du coup, les compétences de stratégie, on l'a dit. Il y a les compétences de branding. Donc, nous, on gère des marques sur les réseaux sociaux. Donc, il faut avoir les notions de branding. En fait, c'est quoi une marque ? C'est quoi une plateforme de marque ? C'est quoi une identité de marque ? Comment on peut influencer la perception que les gens ont d'une marque ? Et en fait, il faut que tu arrives à comprendre tout ça parce que, en fait, les réseaux sociaux, c'est aussi un outil de branding. Comme tu disais, on parlait d'objectifs d'image, rendre une marque cool. Tu vas, à travers le contenu que tu vas créer, influencer la perception des gens. Donc, du coup, tu as toutes ces compétences-là en branding. Et dans le branding, tu as la partie identité visuelle. Donc là, c'est tout ce qui est choix de couleurs, typographie, forme, etc. On n'est pas des graphistes, mais on doit être capable de pouvoir créer des identités visuelles pour les réseaux sociaux.
Toi, t'as déjà créé un logo? Le mien. Mais sinon, non. Ok. Parce qu'un CM ne crée pas de logo. Ouais, non. Tu vois, genre, parce que des fois, il y a des clients qui demandent oui, fais-moi le logo. Mais genre, vous n'êtes pas des graphistes, non, les gars. c'est clair. Et puis surtout, je pense, moi, je l'ai appris ça. Quelqu'un en face, un prospect qui te demande, tu peux me faire ça? Moi, ça m'est déjà arrivé, des gens qui viennent me voir et qui me disent, ok, les réseaux sociaux, c'est cool, mais du coup, j'aurais besoin de newsletter aussi, j'aurais besoin d'un logo et j'aurais besoin, tu peux remettre à jour mon site internet, etc. Et c'est plus apprécié que tu dises, bah écoute, moi, mon expertise, exact. Elle réside là-dedans. Et ça, je sais qu'on va pouvoir générer des résultats. Le reste, c'est pas mon métier. Je suis pas bonne là-dedans, donc je préfère le laisser à quelqu'un. Et c'est beaucoup plus respecté d'avoir cette posture-là que de quelqu'un qui dit oui, t'inquiète, je te le fais, y a pas de problème et tout, qui au final rend un truc pas ouf. De ouf, ouais. Et du coup, l'impression, elle est pas bonne, quoi. Trop bien. En fait, quand tu dis à quelqu'un, non, ça, je sais pas le faire, ça donne plus de force à ce que tu sais faire. Ouais, c'est clair. Parce que du coup, si tu dis que tu le prends, vu que tu as déjà refusé les trucs, ça veut dire que vraiment ce truc-là, tu le maîtrises. Donc ça te donne le client va pas te reprocher de pas traiter toutes ces demandes. En fait, il faut se dire que s'ils ont un truc à tenter, ils vont le tenter, quoi. Donc tu dis oui, bien tenté, mais non, je vais pas m'occuper de ça. En fait, quand t'es CM, t'es un partenaire du client dans le sens où t'es en contact très souvent avec lui. Et donc, il va penser, dès qu'il va avoir un besoin en communication, il y a des chances qu'il t'en parle en premier. Ouais. Dire, ok, là, on doit faire telle plaquette, on a tel truc sur le site. Est-ce que tu peux gérer? Parce qu'il est sur WhatsApp avec toi, il va te demander à toi. Et en fait, toi, c'est à toi de dire oui, non, réorienter. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que quand t'as un client, comme t'es en contact avec lui souvent, tu peux après vendre plein de trucs en plus à côté. Oui, c'est vrai. Par exemple par exemple, un tournage dans un studio de podcast. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux lui vendre de la création de contenu en plus, tu peux lui vendre un réseau social en plus, tant que tu restes dans ton domaine de compétences. Ouais, c'est clair. En gros, t'as des compétences qui sont inhérentes au métier de community manager, mais qui peuvent être utilisées ailleurs. Et du coup, après, t'as des gens, ils ont aussi des compétences en plus. Par exemple, toi, tu fais la photo. Ouais. Donc, tu pourrais très bien vendre un shooting photo. Ouais, mais ouais. Non ? Si, je pourrais. Si, je pourrais, mais en fait, je préfère me dire non, je suis une photographe des réseaux sociaux, je suis plus confortable là-dedans. Syndrome de l'imposteur. Un peu. Mais oui, par exemple, l'UGC aussi, tu vois, c'est une compétence une prestation que tu peux ajouter à ta liste de prestations parce que tu sais tourner les vidéos, tu sais ce qui marche sur les réseaux sociaux, tu sais faire des accroches et tout ça, et du coup, ça te fait un revenu en plus, quoi. De ouf. Du coup, bonne transition pour la compétence création de contenu. Et aujourd'hui, le niveau, il est haut. Hein. Ah ouais, c'est clair. Donc en vidéo, montage vidéo, graphisme, copywriting, tu vois, il faut être bon de partout. Et comment tu fais, du coup, si t'es community manager et que t'as pas cette fibre créa de contenu? Ça, c'est chaud. C'est chaud. Tu peux... Je sais pas. En fait, je pense que t'es pas obligé d'aimer tous les formats. Ouais. Tu vois, par exemple, il y en a, ils adorent écrire. Ouais. Ils aiment pas la vidéo et tout. Ils peuvent faire des super CM. Ouais, mais sur des niches qui requièrent pas forcément de la vidéo. Genre Par exemple, tu as CM sur LinkedIn. Ouais. Bon, aujourd'hui, la vidéo, elle est en train d'arriver tout, c'est encore en test, tout ça. Mais tu peux avoir une stratégie basée sur du copywriting. Ouais. Et il y a, j'en connais, plein de CM qui font que de l'écrit en mode ghostwriter LinkedIn, tu vois. Mais justement, ça revient à ce truc de, ok, il y a des choses sur lesquelles je suis performante, d'autres où je suis pas ouf. Et du coup, je me concentre là-dessus. Ouais. C'est un bon En plus, je me dis, il y a tellement de community managers aujourd'hui. Par exemple, là, il y a pas longtemps, je me suis dit, mais un community manager spécialisé sur Twitch, il doit être... il est presque tout seul, quoi, dans son domaine. Donc, des clients, il en a à la top, quoi. Ouais. Et tu vois, moi, j'aime pas spécialement faire des créas sur Canva, tu vois. C'est pas trop mon délire. J'ai jamais trop aimé ça. Du coup, moi, j'ai toujours été minimaliste dans mes créas. Parce que quand je travaillais en agence, on m'avait dit less is more. Et genre, j'ai retenu ce conseil. C'est-à-dire, parce qu'au début, quand tu veux faire des créas, tu vas avoir tendance à vouloir rajouter plein de trucs. Tu vas rajouter une petite fleur là, tu vas souligner là, tu sais, tu vas essayer de construire ton truc. Alors en fait, moins il y a de trucs, genre tu mets juste une couleur, un texte, c'est mieux que d'essayer de faire un truc. De toute façon, tu le vois, là, si les gens ils regardent, ils vont sur leur Explorer Instagram. Ils verront que s'ils ont plein de carousels, c'est que des carousels comme ça, avec la typo énorme et minimaliste. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça, en fait, même si t'es pas, t'es pas un super graphiste, hyper créatif et tout, si tu appliques des règles de base de composition graphique, tu respectes les marges, la proportion, hiérarchisation, tout ça, tu t'as compris quand même les bases du graphisme, t'as pas besoin d'être Picasso, quoi. Non, c'est clair. Donc voilà, et après, sur le montage vidéo,
Bah là, pareil, aujourd'hui, c'est pareil. C'est avec les outils qu'on a, c'est beaucoup plus facile. Sur les applications, CapCut, machin. Oui, c'est clair. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, pour faire un montage vidéo, il fallait envoyer le truc au monteur. Tu vois, pour même un truc d'1 minute, ça prenait 4 jours. Mais même, moi, j'utilisais Premiere Pro avant que CapCut existe. Ouais. Et pour faire un effet CapCut, mais rien, tu vois, juste une transition zoom un peu accélérée, là, tu mets 5 minutes quand t'as l'habitude, et sinon t'en mets 10 au début à la faire sur Premiere Pro. Et pourtant, le résultat, il est aussi bien sur CapCut, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, on a des outils qui nous mâchent vachement le travail, quoi. Ouais, mais tu peux pas te permettre... tu peux pas te permettre d'être médiocre. Non, bah plus maintenant. Bah, on est tellement sur le marché que les clients, ils ont le choix, quoi. Bah, c'est ça. Et puis aujourd'hui, les créateurs... Il n'y a pas que des CM créateurs de contenu. Tout le monde fait de la création de contenu, tu vois. Oui, c'est vrai. Tout le monde fait des montages sur CapCut, pour perso, même pour du perso et tout ça. Donc aujourd'hui, tu as des gens, ils sont très bons en création de contenu. Si toi, tu es community manager, tu peux pas... Tu dois avoir un certain niveau quand même. Ouais. Bon, on verra si on a le temps d'en parler un peu, les conseils en création de contenu et tout. Ça pourrait faire un autre podcast. Ça va être super long si on fait ça. Donc là, on a parlé stratégie, branding, création de contenu. Ouais. Il faut des abonnés. Il faut des abonnés. Donc, c'est des compétences de création d'audience et d'animation de communauté. Ouais. Une audience, c'est les personnes que tu arrives à toucher grâce à ta communication, ou même en faisant de la pub. Je fais de la pub, je paye 1 000 euros, je suis garanti de toucher X personnes. Donc c'est du top-down. C'est la marque qui communique, elle envoie un message, l'audience le réceptionne. Alors que la communauté, il y a une interaction. Donc il y a une interaction entre l'audience qui réceptionne le message et la marque. Et il y a une interaction aussi entre les membres de l'audience, parce qu'ils se rendent compte qu'ils partagent les mêmes valeurs, ils partagent des choses en commun. Et donc il y a cette communauté-là qui se crée. Donc nous, on doit arriver à créer une audience, donc c'est-à-dire arriver à toucher des gens. Donc avec le contenu, on peut le toucher, mais il y a d'autres méthodes comme la routine d'engagement, d'autres trucs que tu mets en place pour pouvoir toucher plus de gens. Et après, la communauté, ben ça c'est pour le coup, là on revient à un vrai esquisse du CM stricto sensu de animateur de communauté, où le CM il est là pour justement créer ce sentiment d'appartenance entre tout le monde, encourager les interactions, répondre aux messages, reposer des questions, faire interagir, avoir une communauté vraiment engagée, quoi. Parce que c'est pas parce que quelqu'un a appuyé sur le bouton s'abonner que ça y est, il est fan de la page, etc. Même si tu vois, ça commençait comme ça au début sur les pages Facebook, on avait des fans. Mais la vérité, c'est que c'est pas des fans tant que tu crées pas ce lien-là avec eux, quoi. Ouais. Putain, c'est marrant que tu dis ça. J'en parlais avec mardi avec des élèves. Ils me disaient pourquoi il y a j'aime et follow sur Facebook. Tu sais, parce qu'en fait, justement, il y a des gens, par exemple, toi, tu peux vouloir suivre Donald Trump, mais ça veut pas dire que t'aimes Donald Trump, par exemple. Donc, du coup, il y avait des gens qui s'abonnaient pas à des pages parce que ils voulaient pas mettre j'aime. Et oui, parce que sur Facebook, au début, c'était tout like, ça s'appelait j'aime, tu vois. Et du coup, après, ils ont rajouté le bouton follow. Donc, tu peux follow sans aimer. Ouais, c'est abusé. Non, mais du coup, les élèves, ils me disaient, mais du coup, je dois mettre quoi ? Enfin, je compte les likes ou les follow. Mais c'est pareil, tes contacts avant sur Facebook, c'était tes amis. La personne que t'as ajoutée là, tu l'as rencontrée il y a 2 secondes, c'est ton ami. C'est ton ami, ouais. Trop marrant. Donc, on anime une communauté. Et ensuite, cette communauté, on en fait quoi ? On la convertit en client. Et comment on fait ça ? Il y a 2 choses. Il y a déjà la stratégie de contenu. Donc, on l'a dit, en fait, la stratégie de contenu... Non, on l'a pas dit d'ailleurs, mais on va le dire. La stratégie de contenu, il faut la voir comme un funnel. Comme un entonnoir, en fait. Où tu as en haut le contenu qui est là pour te faire découvrir. Tu as le contenu au milieu qui est là pour te faire aimer, et donc pour créer de la confiance et de la relation avec l'audience. Et en bas du tunnel, tu as du contenu de conversion, donc du contenu de vente. Et en fait, l'erreur que vont faire la plupart des gens, c'est soit ils vont faire que du contenu top of funnel et ils vont gagner plein de visibilité, plein de vues et tout, mais ils vont jamais convertir leur communauté. Soit ils vont faire que des contenus de vente, mais du coup ils développent pas d'audience et les gens n'ont pas, confiance finalement. Donc du coup déjà la stratégie de contenu te permet ça. On est un vrai partenaire du client, on doit l'aider à développer ses ventes. Donc on doit vraiment travailler en collaboration avec lui. Donc on doit mettre en place avec lui un tableau de bord des indicateurs de performance. Comme nous par exemple, on suit toutes les semaines combien de leads les réseaux sociaux nous ont ramenés. Et du coup, on peut adapter aussi. Donc, si ton client, il te fait pas de retour, par exemple, il te dit pas, OK, là, les 10 rendez-vous que tu m'as ramenés la semaine dernière, ils étaient moins quali que d'habitude, je les ai pas convertis,
tu pourras pas adapter la stratégie, tu vas continuer à faire la même chose. Ouais. Pareil, si tu as ramené plein de trafic sur le site mais que ça n'a pas converti, bah là tu vas te poser, ok, est-ce que ça vient du trafic, est-ce que ça vient de la page de conversion? Et donc c'est cette réflexion-là que tu vas avoir avec le client pour que les réseaux sociaux ils aient un impact et que ça puisse se transformer en vente derrière. Ok, donc là, le métier qu'on décrit de community manager, c'est quand même un métier qui est beaucoup plus poussé que seulement créer du contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, comme tu as commencé ce métier il y a plusieurs années, est-ce que tu l'as vu évoluer ce métier? Ouais, de ouf. Mais ce qu'on disait, hein, moi j'ai démarré le CM, je travaillais en agence. Toi, t'as bossé en agence aussi? Aussi, ouais. Donc, moi, quand je te dis ça, c'était 2012, tu vois, 2012-2015, tu vois. Et on faisait pas de contenu. Donc, on avait un studio graphique dans l'agence et on faisait des briefs. Donc, par exemple, je lui disais, OK, j'ai besoin d'un visuel où tu vas me mettre telle accroche, tel truc et tout. Et lui, je devais attendre, genre, qu'ils veulent bien me faire le truc. Il m'envoie le truc. Et genre, si jamais il avait oublié l'accent, et ça repartait en process. Voilà, c'était en mode t'as oublié l'accent et tout. Du coup, je devais attendre et tout. Machin. Donc, du coup, nous, on faisait essentiellement, on faisait on rédigeait parce qu'on faisait le copywriting en gros. On briefait les créas et on animait la communauté. Donc, c'est vraiment la vision vraiment stricte, enfin minimaliste du métier. Et en fait, après, les réseaux sociaux, ils ont pris aussi un rôle de plus en plus énorme. Et l'audience, enfin là, on a dit tout à l'heure, maintenant les gens ils passent de plus en plus de temps sur les réseaux, ça s'est développé et tout. Et du coup, les compétences aussi, elles ont évolué. Premier truc, c'est l'évolution des réseaux déjà. Parce que moi, j'ai démarré juste avec Facebook. Ensuite, il y a eu Instagram. Il y avait, je me rappelle, quand c'est arrivé Snapchat avec les stories, quand Instagram a repris les stories. Enfin, tu vois, déjà, tu dois t'adapter déjà aux plateformes. Il y a eu aussi l'évolution des formats. Donc, je me rappelle, moi, je crois que j'ai commencé à utiliser Canva en 2016. Ok. Tu vois, les premiers visuels. Et genre, j'étais trop content. J'avais plus besoin d'attendre que le graphiste il change l'accent. Tu as volé son métier, quand même. C'est ça. Mais après, Canva, c'était pas. Tu vois, il n'y avait pas l'IA, les trucs. C'était Canva, version mini. Il n'y avait même pas les arrière-plans et tout. Enfin, c'était vraiment la version de base. C'était un paint, quoi. Peut-être pas à ce point, mais voilà. Donc, on a commencé à créer du contenu graphique. Et après 2020, quand il y a eu le confinement, l'essor de TikTok et tout. Vidéo. Et là, aujourd'hui, tu peux pas être CM, tu fais pas de montage vidéo. Si, CM LinkedIn, du coup. Voilà. Voilà. Non, mais oui, en gros, c'est une compétence qui est hyper importante aujourd'hui, la vidéo. De ouf. Et c'est surtout, et je pense qu'on peut l'ajouter aux compétences du community manager, c'est la compétence d'adaptation. Enfin, je sais pas comment tu le dirais, mais d'être un peu un caméléon et de suivre les réseaux sociaux, parce que sinon, si par exemple à l'apparition des stories, les community managers ils n'avaient pas commencé à utiliser les stories, leur métier leur métier à eux était obsolète, quoi. Mais moi je me rappelle quand la vidéo elle est arrivée et tout, je me voyais des CM sur Insta, ils disaient non mais moi je veux pas apprendre la vidéo, tu vois. C'est des réacs en mode non je veux pas. Mais c'est comme les gens qui disent je veux pas utiliser ChatGPT. Ouais. Sauf qu'en fait tu t'empêches de suivre le mouvement et d'évoluer avec ton temps, quoi. En fait, moi, moi, je veux bien que si les autres, ils veulent pas utiliser ChatGPT, pas faire de vidéo, tant mieux pour nous, tu vois. Ça fera plus de taf pour nous, quoi. En gros, c'est une fausse croyance de se dire que, non, moi, j'ai une vision des réseaux sociaux et je la garde, et même s'ils évoluent, je la garde. Et de se dire que tu vas continuer à avoir du business parce que, les clients, les résultats... Je veux dire, le résultat visuel, il est quand même flagrant entre un community manager qui est resté bloqué à l'ERA de pas ChatGPT ou de pas Canva ou quoi, et un community manager qui aujourd'hui utilise tous les outils qui sont à disposition pour compléter la stratégie, quoi. Mais même, il y a des CM aujourd'hui qui font que du Canva. Et ça marche pas. Non. Il faut de l'humain, il faut de la vidéo... Donc ça a grave évolué entre les plateformes, les formats, les outils, tu vois. Là, on parlait de l'intelligence artificielle et tout, donc ça fait que évoluer et c'est passionnant. Et après, c'est comment tu t'en sers aussi, parce que du coup, maintenant qu'il y a ChatGPT, je pense que je vois aussi beaucoup de posts. Alors, je pense qu'ils ont été soit créés par des gens qui s'en foutent, soit des community managers qui pensent que c'est pas cramé. Mais bon, d'ailleurs, j'ai eu la discussion il y a pas longtemps avec... Alors, c'est pas encore un prospect, mais bon, il est censé m'envoyer un message
On s'est croisés parce que j'allais en rendez-vous prospect et on s'est croisés et il m'a dit tiens, t'es community manager, viens voir le mail que j'ai envoyé à mon community manager. Ouais. Il me lit le mail, c'est un mail qui le défonce, quoi, qui lui dit alors c'est pas ok du tout, les photos c'est pas les nôtres, le texte c'est creux, etc. Bon, il y a des manières de dire les choses. Ouais. Mais le fait est qu'il m'a fait lire le post qui a provoqué ce mail et effectivement tu sens à 1000 lieues que c'est ChatGPT, quoi. Ah ouais. Et du coup, ça c'est pareil, tu peux pas créer du lien si tu fais que du ChatGPT, que tu reformules pas, que tu le briefes pas bien, etc. Ça serait trop bien si ça marchait Sinon, comme ça serait trop bien, c'est clair. Ouais. Mais oui, tu dis pas fais-moi un post sur tel sujet. Ça Non, marche pas c'est comme clair. ça. ChatGPT, il est pas super bon à faire du contenu écrit. Il peut pas te créer du contenu à 100% bon. Tu vas forcément devoir repasser derrière. Et par exemple, tu vois, les accroches, elles sont rarement bien. Mais tu peux lui donner un prompt spécifique pour l'accroche, justement. Ouais. Tu vois, et le truc, on en a parlé sur notre compte, c'est le prompt inversé. Où en fait, tu lui donnes, par exemple, 10 légendes que t'aimes bien. Ouais. Et tu lui dis de rédiger dans le style de ces légendes-là. Ouais. Tu vois, et ça aussi, ça permet de... Mais même en faisant ça, tu vas quand même devoir refaire l'accroche, refaire des choses. Donc ça fait gagner du temps. C'est comme... En fait, tu peux être beaucoup plus productif. Ouais. Mais garder en tête que c'est toi qui restes décisionnaire de tout ce qui est posté, quoi. Donc tu repasses derrière. Voilà, c'est un outil, quoi. Ouais. C'est un outil à ta dispo, clair. mais ça reste toi le maître. Toi, tu utilises ChatGPT ? Ouais. Tu fais quoi avec ? Parfois, je m'aide pour rédiger des légendes, pareil, avec dans le style d'anciennes légendes, etc. Qu'est-ce que je fais encore avec ChatGPT ? Parfois, je lui demande de rédiger des scripts aussi de vidéos. Et en fait, ça me fait un gros brouillon à débroussailler ensuite et à préciser. Mais ça me fait une première base, quoi. Parfois, par exemple, quand j'ai pas d'idée et vraiment je suis... c'est le syndrome de la page blanche, quoi. Ben, ça m'aide de lui dire, ok, je le brief et tout ça. Il me fait un premier script et ensuite je dégrossis et ok. voilà. Moi, j'utilise beaucoup de ChatGPT, mais pas trop pour la création de contenu. Ouais, plus pour le coach en prospection et tout, non, c'est pas ça non, mais en fait, il me coach sur toute ma vie. Ok. En fait, je lui parle en audio. Ouais. Et par exemple, tu vois, je peux démarrer la journée et je lui dis tout ce qui me tracasse. Ok. Je lui dis, ouais, là, en ce moment, je suis stressé parce que j'ai ça, je sais pas comment je vais faire pour m'organiser, nanana. Je lui dis, pose-moi 3 questions pour m'aider à clarifier ma situation. Et là, il me pose 3 questions, je lui réponds en audio, et là, il me fait mon programme de la journée. Okay. Il me dit, ok, donc ton focus, c'est ça, tu dois faire là. En fait, même si je ne vais pas respecter exactement ce qu'il va me conseiller, le fait juste d'échanger, ça m'a aidé à mettre de la clarté dessus. Donc, tu l'utilises pas comme ça ? Je l'ai déjà utilisé comme ça. Non, je l'ai utilisé parce que, tu sais, je te parlais que je voulais déléguer, je voulais commencer à déléguer. Et en fait, je voulais pouvoir dépasser le plafond de verre que j'avais atteint, c'est-à-dire que je peux pas prendre plus de clients parce que j'ai pas le temps. Mais je peux pas développer mon activité, en gros. Je suis bloquée. Et donc, du coup, je lui avais demandé. Et donc, il m'avait donné pas mal d'idées. Tu cibles ce que tu peux déléguer, etc. Ça, il m'avait pas mal aidé là-dessus. Ok, donc des questions en stratégie business, quoi. Ouais. Okay. Dans ma vie perso, pas tant. J'ai des amis pour ça. Non, dans ma vie perso, ça me fait bizarre, je crois, d'utiliser ChatGPT pour ça. T'as déjà eu un coach ? Comment ça ? Tu t'es déjà fait coacher genre professionnellement ? Non, ouais, pro ou perso. J'ai déjà fait... c'était une coach de vie quand j'étais jeune. Ok, donc oui. Oui, et après je veux une psy. Ouais, donc c'est pas pareil. Bah en fait, ça peut avoir le même effet. Ouais. Enfin, c'est quelqu'un de neutre qui te pose juste des questions pour t'aider à trouver... Que toi, tu trouves les réponses, en fait. Ouais. Tu vois, moi, je suis ChatGPT, je veux pas qu'il me donne les réponses. Ouais. Mais je veux qu'il me dise... Des fois, je lui dis, voilà la situation, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas vues ? Ou des fois, je vais écrire un texte, je vais écrire un mail, et je vais dire, est-ce que ce mail peut être mal interprété ? Ok. Tu vois, je vais lui demander de me montrer ce que moi, je peux pas voir, en fait. Et un coach, il sert un peu à ça. Hein. Ouais. Tu vois, il est là pour te poser les bonnes questions. Oui, c'est vrai. Non, si, c'est vrai. Ce matin, je l'ai utilisé pour ça. Parce que je voulais envoyer un mail, mais j'étais un peu à chaud. Donc, c'était avec un client. Ouais. Et le mail commençait par en 2024, 9 paiements sur 12 ont été réalisés entre le 15 et le 20, alors qu'on s'était dit que c'était avant le 5, quoi. Et donc, tout le mail, il continuait ça en mode...
ça va pas le faire. Enfin, et du coup, moi, je l'avais écrit un peu à chaud et je lui ai filé à ChatGPT et je lui ai dit, je veux pas m'embrouiller avec ce client parce que je l'adore et voilà. Mais juste, j'aimerais que le message passe, quoi. Et donc, il m'a rédigé le mail en mode, là, c'est plus doux. Tu proposes des solutions, des alternatives. Mais pour le support client, il rédige trop bien, il met toutes les formes qu'il faut, il t'aide de ouf. Là, j'avoue que pour des moments comme ça, j'arrive à l'utiliser. Trop bien. Ouais. Du coup, on en parlait tout à l'heure, toi, t'as bossé en agence aussi ? Ouais, j'ai fait... en gros, quand j'ai terminé mes études, je les ai terminées par une alternance que j'ai fait en agence. Enfin, j'ai enchaîné stage, CDD, alternance. Ouais. Et du coup, au total, j'ai bossé un peu moins de 2 ans en agence de marketing digital à Paris. Ok, donc c'était ta première expérience ? Après, j'étais en école privée, donc tous les ans, on avait des stages. Mais c'était vraiment la première fois où je me sentais salariée d'une agence où j'avais des supérieurs, mais tu vois, j'avais pas de mentor en gros. On m'a pas appris. J'étais sur les réseaux sociaux. Et encore ça, c'est un autre sujet, mais à l'école de community management, de communication, lapsus, on m'a jamais appris le community management. Donc en gros, dans mes stages et alternances, on me mettait sur les réseaux sociaux, mais bon, moi, j'avais jamais appris à faire des stratégies social media, quoi. Après, moi, je me rappelle au début, on mettait toujours le stagiaire sur les réseaux sociaux. Ouais, bah oui. C'était en mode bon, le truc. Après, j'avais plein de copains qui étaient genre dans la pub et tout, où ils étaient pas sur les réseaux sociaux, ils étaient dans la direction artistique ou des trucs comme ça. Mais moi, on m'a toujours mis sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'avais ce sentiment d'être vraiment salarié parce que j'avais pas de mentor qui connaissait mieux les réseaux sociaux que moi. Donc en fait, j'ai appris... la référence de l'agence sur les réseaux, quoi. Et j'ai appris sur le tas, quoi. Ouais, ok. Et bon, cette expérience-là, c'est ça qui m'a poussée à me lancer en freelance, en fait. C'est que ça s'est tellement mal passé avec les supérieurs que finalement, je me suis dit, en fait, ce métier-là, maintenant, c'est bon, j'arrive un peu à... J'ai capté un peu le côté stratégique, comment on crée une stratégie sur les réseaux sociaux, tout ça. J'aime ni mes supérieurs, ni les clients avec qui je travaille, mais le métier en soi, je l'aime bien. Donc du coup, je me suis dit, je peux prendre ce métier-là et le faire en freelance. Et c'était notamment quand j'avais découvert Born2BCM, sur Instagram à l'époque, où j'ai pris conscience que c'était possible d'être community manager en freelance. Ok, mais du coup, pourquoi t'aurais pu chercher une autre boîte ? Ouais, mais j'étais tellement... Alors, bon, déjà, j'étais tellement traumatisée de la hiérarchie que je me suis dit repasser des process d'entretien, d'avoir quelqu'un... En fait, ça m'avait dégoûté d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, en fait. Ok. Ça, vraiment, c'était... Alors que, on était en agence, du coup, il y avait le pôle créa, il y avait le pôle... digital et du coup j'aimais bien cet aspect collaboratif, travailler avec quelqu'un, j'aimais bien envoyer les briefs au créa, j'aimais bien briefer les photographes. L'ambiance d'une agence, quand j'étais en agence on était tous jeunes, on était tous potes en fait, et je me rappelle c'était ça permettait de compenser en fait c'est clair. La charge de travail et le stress qu'il y avait, tu vois. C'est clair, donc tout ça j'aimais beaucoup, mais c'était vraiment l'idée d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui avait le dernier mot et qui avait une sorte de pouvoir sur ce qu'on faisait, quoi. Et donc, et puis surtout, je me suis dit, si je peux, en plus de ça, choisir mes clients, facturer par client, parce qu'en soi, quand tu es en agence, que tu es 2 clients ou 5 dans ton portefeuille, ton vrai portefeuille, il prend pas plus, quoi. Genre, tu gagnes le même salaire. Donc, voilà, tout ça, ça a fait que je me suis dit, ok, mais en fait, ce métier, je l'aime bien. Et je vais le faire en freelance pour moi. Ok. Du coup, tu t'es lancé quand ? En 2022. Février 2022, ça a fait 3 ans là. Ah, ça fait 3 ans. Ouais. Putain, c'est pile quand on a lancé Devenir CM il y a 3 ans. Tu t'es lancé en même temps. Ouais. Ok. Et raconte un peu, ça s'est passé comment les débuts et tout. Au début, tu patauges en vrai. Moi, j'étais pas accompagnée. J'ai pas eu de coach en business, en création de business, et pas eu de coach en community management non plus. Donc du coup, c'est marrant parce que ce matin, je regardais une vidéo moi, j'aime bien faire des points vidéo de ma vie que je garde pour moi dans un dossier, tu vois. Et du coup, c'était en 2021, fin 2021, où je réfléchissais à comment j'allais structurer mes offres, tu vois. Et du coup, je me disais, il faut que je décide combien je facture pour le social media management, combien je facture pour la création de contenu. Et déjà, ça, c'était 2 trucs différents pour moi, tu vois. Et du coup, j'étais là, comme ça, je diversifie mes revenus et tout. Et c'est trop marrant de voir la petite Laurie d'il y a 3 ans. Il y avait de la naïveté. Ah ouais. Énormément. Et je me souviens dans cette vidéo, je dis, ok, donc là, il faut que je définisse mes tarifs et il faut que je fasse mon site web, absolument. Genre pour moi, c'était les 2 trucs qu'il fallait que je fasse. Alors que aujourd'hui, on sait que... T'as un site web ? Eh ben plus, je l'ai plus du coup.
Mais j'y ai passé tellement de temps. Je me souviens, au début, en fait, on a fait une vidéo sur ça il n'y a pas longtemps. Je faisais de la procrastination active, c'est-à-dire que je passais toute ma journée sur mon site web et j'allais pas prospecter, quoi. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un premier client via le réseau d'un proche. Mais si j'avais pas eu ça, j'aurais mis du temps à avoir un premier client parce que je prospectais pas, quoi. Donc tu t'es dit je vais faire mon site et après ça va. Je vais faire mon site et après je vais commencer ma prospection. Sauf qu'en fait mon site, j'y ai passé 2 mois, quoi, même plus. Enfin c'était. Donc voilà. Donc au début tu patauges sur ton premier client. J'ai pataugé aussi à fond. Et pourtant c'est toujours un client à moi aujourd'hui. Ouais. Donc on a commencé à générer des résultats peut-être un peu tard, mais aujourd'hui c'est. Trop bien. C'est un des clients avec qui on génère le plus de résultats, quoi. Mais du coup, c'est marrant, on peut raconter comment on s'est rencontrés. Ouais. Parce qu'en fait, toi, tu parlais de ton quotidien de community manager sur TikTok. Ouais. Et nous aussi. Ouais. Sur notre compte Devenir CM. Et on aimait bien ce que tu faisais. Et à chaque fois, avec Chloé, qui est pas là aujourd'hui, qui bosse avec moi depuis 4 ans maintenant, on se disait, putain, c'est marrant, Laurie, elle a la même vision que nous. En fait, c'était à peu près les mêmes messages et tout ça. Ouais. Et du coup, on était déjà un petit peu en contact. Ouais. Et après, il y a 1 an, je t'ai proposé du coup de gérer le compte TikTok de Devenir CM. Ouais, mais la vérité, c'est que ça a commencé même avant ça. Parce que moi, dans cette période où je pataugeais, j'avais participé au 5-Day Challenge. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et du coup, c'était un challenge où vous donniez le plan d'action pour se lancer en tant que community manager, etc. Et j'avais échangé avec Chloé à l'époque où je lui disais, est-ce que tu penses que la niche des artistes et des artisans, c'est intéressant ? Et du coup, j'ai les screens encore de ces messages où elle m'avait conseillé un peu, je sais pas, c'est 5 messages, tu vois. Ouais. Mais c'est marrant de se dire qu'aujourd'hui, la boucle est bouclée. Et maintenant, c'est toi qui interviens dans le challenge. Et maintenant, c'est moi qui... C'est vrai que j'avais pas vu ça. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Donc voilà, mais du coup, c'est tout ce process-là. Donc nous, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Et ça faisait que peut-être 6 ou 8 mois que je gagnais bien ma vie, quoi. Alors que je me suis lancée il y a 3 ans. Donc en gros, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que j'ai mis 1 an et demi à bien vivre de mon activité, quoi. Alors que je sais qu'aujourd'hui, si tu te formes et que tout ce que j'ai appris en 1 an et demi, tu peux l'apprendre en beaucoup moins de temps. Mais là, si c'était à refaire, tu ferais quoi ? Si c'était à refaire, je pense que je comprendrais l'importance d'investir sur soi et de le voir justement comme... En fait, j'avais pas du tout conscience que ce que j'aurais pu investir en formation, j'allais le récupérer dans les mois qui suivaient, quoi. J'avais pas du tout conscience de ça. Pour moi, c'était une dépense, quoi. Moi, c'est marrant, c'est ce qu'on apprend en community manager, mais j'avais pas du tout conscience de la puissance que ça peut avoir de vraiment se former, être efficace, avoir les bonnes stratégies dès le début et mettre en place des actions que je mettais pas en place parce que je savais pas lesquelles il fallait mettre en place, quoi. Mais de ouf, ouais. Ok, trop intéressant. Donc là, t'as été quand même plus longtemps en freelance que salarié au final. T'as fait 2 ans. Ah bah maintenant, oui. Oui, maintenant, ouais. Alors que toi, c'est l'inverse. Toi, t'as fait beaucoup plus de salariés. Moi, j'ai eu plus de salariés encore, hein, parce que j'ai été salarié 8 ans. Ouais. Et moi, au début, je savais même pas que j'allais me lancer à mon compte et tout. Parce que j'avais vraiment la vision classique. Tu dois faire des bonnes études. Après, tu vas avoir un poste de cadre. Tu vas évoluer. Enfin, tu vois, pour moi, c'était ça, réussir sa carrière, c'était ça, tu vois. Mes parents, c'était important, les études et tout. Donc, moi, je voulais vraiment faire avoir un bon diplôme, aller me lancer dans le monde du travail et tout. Donc là, j'ai fait 5 ans en agence. Et c'était le début du digital. C'est-à-dire, avant, quand moi j'ai démarré dans le digital, il n'y avait pas de formation. Tu vois, on était les premiers à tâter le truc. Donc, je me suis formé, en fait, en même temps. Mais c'était passionnant, cette période, parce que c'était 2012. Je me rappelle, à l'époque, il y avait une... Tu connais le magazine Newsweek ? Non. Une qui est mythique. C'est la couverture de Newsweek et c'est Last Print Issue. Ok. C'est la dernière édition papier de Newsweek. Et je me rappelle encore de cette une, parce que ça marquait vraiment un tournant. Mode Newsweek, c'est genre un des hebdos de référence au UK et tout. Et et juste après, je me rappelle, il y avait le Financial Times, ils avaient lancé la stratégie Digital First, où ils mettaient plus le focus sur la version en ligne que la version papier. Et en fait, c'était vraiment le moment où on était en train de faire le shift sur le digital. Et moi, en fait, je voulais tout savoir, tu vois. Je me suis dit, ok, je veux devenir le meilleur là-dedans, tu vois. Et donc, j'ai essayé de tout comprendre. J'ai essayé de comprendre ça marche. C'est quoi l'emailing, la publicité sur Facebook, les réseaux sociaux, les sites web. Je voulais vraiment tout comprendre et proposer du coup aux clients de l'agence, parce que moi, j'ai démarré dans l'agence et on m'a donné le développement du pôle digital. Donc,
je voulais les meilleures solutions pour les clients de l'agence. Donc je me renseignais, je faisais venir les prestataires, toutes sortes de prestataires dans plein de branches du digital pour comprendre. Mais du coup, eux, ils étaient experts de ça. Alors que c'était nouveau, mais ils avaient déjà sauté sur le truc. Mais par exemple, je me rappelle d'une réunion avec un gars qui m'expliquait les performances des newsletters, tu vois. Okay. C'était le début. Ouais. Tu vois, je me rappelle les premières campagnes Facebook que j'avais lancées, tu vois. C'était il y avait pas de manuel, tu vois. Donc on testait ça. Et moi, ça m'a plu. Et je me suis dit, ok, en fait, j'ai trouvé un truc qui me plaît, dans lequel j'ai envie de devenir bon. Et en fait, au bout de 5 ans en agence, je me suis dit, ok, le stade d'après, ça serait d'être responsable communication digitale dans un grand groupe. Ah ouais, c'était le goal, quoi. Ouais, c'était le goal. Du coup, j'ai grave kiffé En fait, mes 5 ans en agence, tu vois, je le vois un peu comme une sorte de MBA où j'ai... Tu sais, je sais pas combien de clients, tu bosses 50 heures par semaine. Quand même. Donc, tu vois, j'ai eu une formation de malade. Et genre, après, j'avais envie d'aller dans un groupe, quoi. Et du coup, j'ai eu le poste, sur le papier, c'était le poste de mes rêves, tu vois, c'était dans un groupe international. J'avais une équipe de community managers, de chefs de projet dans le monde entier. Pas dans le monde entier, dans quelques pays et tout. Et tu vois, sur le papier, c'est genre le poste de rêve, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai jamais été autant malheureux dans ma vie. Parce qu'au début, c'était cool. Puis après, il y a l'excitation du début qui est retombée. Et là, il y a une sorte de routine qui s'est installée. Et en fait, en agence, j'avais je sais pas combien de clients. Là, j'avais une marque. Donc en fait, d'un moment, ça a commencé à être un peu répétitif. Donc je me sentais pas forcément créatif, etc. Et aussi, je me sentais de moins en moins utile. Parce que du coup, quand tu travailles dans un grand groupe, la reconnaissance que tu peux avoir ou l'impact que tu peux avoir, des fois, il est difficilement perceptible. Et en fait, à ce moment-là, c'était un peu la désillusion parce que je me suis dit, putain, en fait, c'est ça. Le goal, tu sais, t'arrives au goal ultime et genre, c'est ça. Et genre, en fait, à un moment donné, je m'étais résigné, tu vois, je m'étais dit, en fait, ouais, c'est pas ouf, mais en fait, peut-être c'est ça la vie, tu vois. Genre, ouais, le lundi matin, tu serres les fesses, tu vas au travail, t'attends le vendredi soir, tu vas te bourrer la gueule pour oublier, tu rebelotes, et voilà, et peut-être dans un an, j'aurai une augmentation. Tu vois, c'était ça un peu la... C'était le confort dans l'inconfort, quoi. Genre, mais parce que en fait, je ne savais pas qu'il y avait parce d'autres que possibilités. Déjà, toi, t'avais atteint le goal, alors tu te disais, si c'est autre chose, ce sera forcément moins bien que... Mais du coup, mais en fait, je voyais pas c'était quoi autre chose parce que dans mon entourage, tout le monde me disait mais c'est cool, t'as un bon taf, tu vois, t'as un bon salaire. Enfin, tu vois, à la limite, t'es fou, pourquoi tu veux partir, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un gars, il avait 23 ans, il s'appelle Marvin, donc Marvin, je te fais un coucou si tu regardes. Et lui, moi j'avais 28 ans, lui il avait 23 ans, et il avait un business en ligne. Il avait une chaîne YouTube et il donnait des conseils en investissement immobilier. Et il me raconte ce qu'il fait tout. Et je me dis, mais lui, il a tout compris, en fait. Moi, je suis en train de galérer dans mon taf. Lui, il bosse de chez lui. Il crée du contenu. Il s'éclate et tout. Je me suis dit... Et en plus, il est plus jeune que moi. Et il gagne mieux sa vie que moi. Donc, c'est là où je me suis dit, OK, Yacine, il y a peut-être un truc que t'as pas compris dans la vie, tu vois. Genre, peut-être qu'il y a d'autres chemins et tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à fond, à regarder des vidéos YouTube, à m'intéresser à l'entrepreneuriat, etc. Mais je voulais me lancer, mais j'avais peur de quitter mon boulot par rapport à la sécurité financière. Parce que je me disais, OK, j'ai un bon salaire. En fait, j'avais une scène en tête où j'avais dit à ma femme, je venais d'avoir ma fille en plus à l'époque et tout. Donc j'avais des responsabilités et j'imaginais la scène où je dis à ma femme, ouais, ok bébé, là on n'a plus d'argent, genre ça a pas marché, on n'a plus de clients et tout. Tu vois, je voyais ce truc et je me suis dit, mais je vais pas prendre le risque de me retrouver à la rue alors que j'ai un super taf, tu vois. Grosse erreur de penser comme ça. Parce que du coup, ce qui s'est passé en 2019, c'est qu'il y a eu un changement de direction et on m'a viré. Fin. Ciao. Mais je me rappelle, tu vois, c'était genre... c'est ma boss qui me convoque dans un bureau, tu vois. Et moi, je m'attends pas, tu vois. Genre, je me dis, elle veut me voir et tout. Et là, je me rappelle, je rentre dans la salle de réunion et là, je vois, il y a ma boss et il y a la responsable RH. Et là, du coup, j'ai capté direct, tu vois. Je me suis dit, pourquoi il y a la RH dans la salle, tu vois. Et là, je m'assois et tout. Et elle me dit, ouais, Yacine, en fait... t'es pas assez bon en marketing pour pouvoir rester dans l'équipe.
Et moi, à l'époque, marketeur, c'était mon identité, genre. Tu vois, genre, pour moi, je suis un marketeur, je veux être bon là-dedans et tout. Donc, si tu me dis ça, c'est comme si tu me dis, bah, en fait, t'es une grosse merde. Tu vois, enfin, ça voulait... Pour moi, j'ai entendu ça, tu vois. Et voilà. Du coup, bah, sur le coup, douche froide, en mode, ok, je suis une trop nulle, j'ai perdu mon job. Ça a duré 2 jours où tu déprimes et tout. Puis après, tu reprends tes esprits et tu fais, mais génial, en fait. Genre, peut-être que c'est ça le signe que t'attendais. Et grâce à la rupture conventionnelle, en plus, ça a permis d'aider à me lancer de manière plus sécure. Et le truc de fou qui s'est passé, bah, c'est que j'ai quitté mon taf en août. Et en octobre, je faisais 6 000 € de chiffre d'affaires. Avec le community management en étant CM, ouais. C'est fou. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais pourquoi je me suis pas lancé plus tôt, tu vois. En fait, toutes les peurs que j'avais, c'était... Bah, c'était quoi, du coup ? C'était la sécurité financière ? Parce que tu penses que... En fait, c'est la freelance, c'est pas stable, quoi. Nous, c'est ce qu'on dit d'ailleurs aux élèves. On leur dit, oui, c'est pas stable, ça veut pas dire que c'est dangereux. Ça veut dire, parfois, tu peux être... bien et parfois tu peux être mieux et parfois un peu moins bien. Je pense que c'est une question de perception de ce que c'est la sécurité. Oui. Et aujourd'hui, je me sens plus sécure maintenant. Parce que tu génères ta sécurité. Exactement. Ouais. Tu vois, genre là, j'ai besoin d'argent. Tu sais quoi faire pour avoir... Je peux créer de l'argent, tu vois. Je sais quoi mettre en place pour... tu vois. Et ça, c'était j'y repensais après coup. Ma tante, quand j'étais encore salarié, elle était commerciale. Et elle me disait... elle vendait des espaces publicitaires dans les magazines. Et elle me disait, le mois prochain, je vais partir en vacances. Je dois vendre 2-3 pages de plus pour me faire de l'argent. Tu vois ? Et en fait, ça m'avait marqué à l'époque, parce que je me suis dit, mais moi, je peux pas faire ça. Non. Bah, tu vois, genre, tu vas demander une augmentation, tu vas avoir 2%. Tu vois ? Ou peut-être t'as une prime une fois dans l'année. Mais genre, tu peux pas décider que là, le mois prochain, tu bosses plus et tu fais 3 fois ton salaire, tu vois ? C'est pas possible. Et ben là, en fait, ça dépend que de moi, tu vois. Bah, la preuve, je me suis fait virer, tu vois. C'est la preuve que s'il y a rien qui est sécure, il peut y avoir des problèmes économiques de la boîte, il peut se passer plein de trucs. Par contre, là, moi, mes revenus, ils dépendent vraiment que de ce que j'ai construit, de moi, de mes compétences. Et du coup, je me sens plus libre, en fait. Enfin, plus libre, oui, mais c'est pas le sujet. Plus en sécurité, pardon, que quand j'étais salarié. Parce qu'aujourd'hui, si tu perds un client, en fait, tu connais les actions à mettre en place pour en retrouver un dans le mois, quoi, dans les semaines qui arrivent. Bah, c'est ça. Et en fait, moi, quand je m'étais lancé, j'ai appliqué ce qu'on enseigne aux élèves aujourd'hui. J'ai choisi un positionnement très clair. Je me suis dit, ok, je vais cibler les commerces locaux et je vais les aider à générer du trafic. Donc, j'avais un positionnement clair. J'ai commencé à créer du contenu. À l'époque, je créais du contenu sur LinkedIn. Je t'avais dit que j'étais pas très bon en graphisme. Donc, je créais et je faisais déjà des vidéos en plus à l'époque. Et j'échangeais en fait en messagerie avec Tu prospectais quoi ? Ouais. En DM. Enfin là, c'est ça. Et du coup, j'ai généré comme ça mes premiers rendez-vous. Et je me suis amélioré à vendre au téléphone parce qu'au début, j'étais nul. Et voilà. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, je sais pas si on s'en rend pas compte, mais on n'a pas besoin d'avoir 40 000 clients. Non. Moi, j'avais juste 3 clients, je faisais 6 000 €. J'avais 3 contrats à 2 000 € par mois. Putain. Et donc, en fait, tu vois, trouver 3 clients, ça fait tout de suite moins peur que te dire, t'as pas besoin en plus de trouver des clients tous les mois. Ouais, c'est clair. Donc du coup, voilà, pendant 1 an, j'ai fait ça. Donc, j'étais community manager et traffic manager. Je gérais aussi la publicité sur Facebook. Mais je disais pas community manager. Moi non plus. Je disais consultant marketing. Moi, je disais consultante en stratégie digitale. Consultante en stratégie digitale, ouais. Moi, je disais consultant en marketing sur les réseaux sociaux. Je disais quand même réseaux sociaux parce que je mettais la pub et l'organique avec. Et ça aussi, tiens, on peut en parler, mais l'appellation, on s'en fout en fait. Parce que là, on dit community manager depuis le début. Mais parce que moi, je me fais allumer sur TikTok. Alors, ça s'est calmé, mais au tout début, je me faisais allumer à coup de non, mais ce que tu dis là, c'est pas community manager, c'est social media manager. Et on vient me corriger en fait sur l'appellation. Ouais, il y a quoi ? Il y a community manager, social media manager, content manager, consultant marketing. Content stratégiste. Il y a plein de termes au final. Ça sert à rien de dire social media manager. Déjà community manager,
c'est en train d'être oui, connu. Maintenant, c'est connu, mais voilà. ça... Mais social media manager, je suis sûr que la plupart des gens, ils comprennent pas. Mais ouais, tu peux expliquer du coup pourquoi les gens confondent les termes entre community manager. Alors du coup, moi, on me dit... En fait, dans l'idéal, oui, il y a le community manager et le social media manager. Et la différence entre les deux, c'est que le social media manager, il est censé être en charge de la stratégie. Et le community manager, il l'applique et il anime les réseaux sociaux, quoi. Il est vraiment dans l'opérationnel. Et du coup, on me dit, bah non, ce que tu fais, comme tu fais de la stratégie, t'es aussi social media manager. La vérité, c'est que quand t'es en freelance, tu vas pas demander à un client de payer toi plus un coéquipier pour faire le métier qu'en fait tu peux faire. Parce que si t'es capable d'être social media manager, t'es capable d'être community manager, en fait. C'est ça. Ouais, par exemple, toi, je sais pas, toi en agence, t'avais peut-être... T'avais la personne qui gérait la stratégie et après en dessous t'as les CM, quoi. Ouais, non, moi je faisais tout aussi. Tu faisais tout aussi. J'étais digital brand manager. Ok. Mais dans les grosses boîtes, souvent t'as le social media manager qui donne le cap et après t'as le community manager qui exécute. Ouais, mais comme tu disais, nous en freelance, on fait à la fois la stratégie et l'exécution. Du coup, en vrai, ils ont raison dans le sens où on est plus proche du définition de social media manager que de CM, mais nous on va dire CM parce que c'est le terme que tout le monde utilise, en fait. Ça. Et encore, je disais même pas CM, je disais consultant marketing. Oui, moi non plus. Mais c'est pour ça, quand j'ai vu que tout le monde utilisait le terme community manager, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a 3 ans, j'avais l'impression que le terme community manager, il avait moins de crédibilité que consultante en stratégie digitale, tu vois. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, en fait... Mais pourquoi ? Parce que je pense, tu vois, le fait que dans les boîtes, c'était tout le temps le stagiaire, le CM. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Ça a pas aidé. Tu dis que dans les boîtes, il y avait les social media managers et les community managers, mais il y avait les social media managers et puis le stagiaire community manager, quoi. En vrai, c'était tout le temps ça. En vrai, le CM, c'était le stagiaire. Oui, en vrai, c'était ça. Non, mais au début, oui, c'était beaucoup ça. Ouais. Et, mais parce que aussi, les gens, ils prenaient pas au sérieux les réseaux. Ils se disaient, bon, il faut qu'on soit présent. Vas-y, le stagiaire, on va le mettre là et c'est lui qui va gérer ça. Parce qu'il n'y avait pas les enjeux derrière. Ouais, c'est ça qui a changé. Ça contribue aussi au fait qu'aujourd'hui, tu peux vendre des offres à 1 000 € parce que le métier... c'est une posture aussi, parce qu'aujourd'hui, le métier, il est considéré comme un vrai métier. Si tu te mets dans la bonne posture, tu arrives à montrer à ton prospect que des résultats, vous allez en générer. Et du coup, tu vends des offres à 1 000 €. Mais qui achète des offres à 1 000 €? Mais oui, tu dis 1 000 € parce que ça, c'est ce qu'on on répète dans notre communication, c'est qu'aujourd'hui, un community manager, il peut facturer 1 000 € par mois. C'est une moyenne, dans le sens où il y en a qui vont facturer beaucoup plus, il y en a qui peuvent facturer moins parce qu'ils débutent. Mais c'est un peu le target. Nous, nos élèves, on leur dit, voilà, au bout de 6 mois, il faut que tu puisses facturer 1 000 € par mois en moyenne. Et oui, la question, c'était est-ce qu'il y a des clients... Comment tu combats cette croyance que en fait, les clients, ils n'ont pas la thune, ils n'ont pas les sous pour mettre 1 000 € par mois? En vrai, le truc, c'est qu'il y a des clients qui n'ont pas 1 000 € par mois. En fait, c'est ça, c'est juste une croyance. C'est parce que toi, tu te dis, je vais sortir 1 000 € tous les mois de ma poche, c'est impossible, parce que tu es en particulier et que tu n'es pas une entreprise qui a des salariés. C'est ça. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas payer. Par exemple, tu vois, les exemples qu'on donne tout le temps. Un hypnothérapeute. Ouais. Je sais pas, il fait 5-6 000 € par mois. Et encore, il tourne bien, tu vois. Lui, il va pas investir 1 000 € par mois. C'est pas logique par rapport à ça. Non, c'est le 5e de son chiffre d'affaires, il va pas. C'est ça. Je sais pas, par exemple, t'es une esthéticienne. T'as même pas de local, tu vois, genre tu t'es en train de te lancer. Tu fais même pas encore, tu te lances ton activité, tu vas pas payer 1 000 € par mois à un community manager. Donc du coup, un des premiers critères, c'est de dire, c'est toutes les entreprises qui ont un business model qui leur permet de pouvoir payer 1 000 € par mois un CM et qui ont un potentiel de développement de leur boîte. Parce que pareil, tu bosses avec un hypnothérapeute, ici il fait déjà 5-6 000 € par mois. Ça veut dire qu'il est full. Il est full, donc de toute façon, il y a pas... Voilà, donc il y a cette dimension-là. Et après, tu disais, nous, on n'a pas 1 000 € à investir, donc on s'imagine que personne peut investir de ça. Ouais. Moi, il y a un coach une fois qui m'a dit... il m'a dit, ouais, Yacine, toi, t'as combien d'épargne? Genre, je lui réponds, et il me dit, c'est pour ça que tu penses que tous tes prospects n'ont pas d'argent. Tu vois? Et ça m'a fait un choc. Je me dis, comment ça? Et en fait, c'est... on projette. On projette, voilà. Ouais. Tu vois, et il y a plein de fois où moi, je me suis dit, mais vas-y, je vais baisser mon prix parce que le client, ça va pas passer. Et en fait, heureusement que j'ai pas baissé parce qu'il n'y a pas eu de négo et tout. Donc souvent, on se limite soi-même. Ouais, c'est clair. Mais je pense que le plus important à dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un ROI. Genre, il faut que le client, s'il investit 1 000 € chez toi,
il faut que ça puisse lui générer 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100. Enfin, il faut qu'il y ait un multiple, en fait, de ce qu'il a investi. Et il y a des entreprises pour qui le multiple, il peut pas se faire. Ouais. Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de 40 000 clients. Ouais. Donc, il y a 1 million d'entreprises qui sont créées chaque année en France. On a les chiffres qu'on donne souvent. Moi, j'ai besoin de 3 clients pour gagner ma vie. Donc oui, il y a des entreprises qui peuvent pas qui peuvent pas se payer un CM, mais le marché est déjà énorme. Oui, c'est clair. Et ce chiffre-là, il débunk aussi la croyance qu'il y a trop de community managers et que de toute façon, on ne trouvera pas de clients. Quoi. Mais tu sais pourquoi les gens ils pensent qu'il y a trop de CM ? Parce qu'ils suivent que des CM. Exactement. T'évolues dans ton écosystème de CM et du coup tu te dis mais tout le monde est CM. C'est ça. Et même les algorithmes ils te montrent. Oui, c'est clair. Une fois que t'es là-dedans. Ils te montrent que ça. Ouais. Mais je crois que c'était pas un post que vous aviez fait. Si ton Explorer il ressemble à ça, en mode c'est que des posts de CM, c'est que ta stratégie elle est pas bonne. Oui. Je crois que vous aviez fait ça il y a longtemps. Oui. Ouais. Bah oui, mais ça c'est une erreur aussi. Ouais. Si toi tu développes un compte Instagram en tant que CM, si tu follow que des community managers, etc., t'envoies un mauvais signal. Ouais, c'est clair. Du coup, tu vas être montré ou tu vas, tu vas être coincé dans le truc. Ouais. Et tu vas croire qu'il y a trop de CM. Alors qu'en fait, tu vas croire qu'il y a trop de CM. Mais tu vois, dans mon groupe Facebook, il y a 6000 membres. Ouais. Non, je dis n'importe quoi. On est plus maintenant. Ouais. Je sais même pas combien on est, mais bon, il y a. On va dire 6000. Ouais. Mettons que chaque membre du groupe a 3 clients. Donc 6 x 3, ça fait 18. Donc ça veut dire que tout le groupe Facebook, là, les 6000, là, on peut gérer 18 000 clients. Bah, il y a encore de la marge, tu vois. Parce que même les 1 million d'entreprises, c'est les nouvelles entreprises. C'est ça. Mais il en existe encore plein, quoi. C'est ça. Et en plus, aujourd'hui, les boîtes, c'est le premier truc qu'elles font, les réseaux sociaux. Moi, il y a 10 ans, c'était le site web. T'es en mode, tu viens, tu t'installes ta boîte, tu crées ton site. En fait, aujourd'hui, créer ton compte Instagram, ça prend 2 minutes. Du coup, les gens, le premier truc qu'ils font, ils créent leur compte sur les réseaux sociaux. T'as pas ton numéro sirène. Ouais, en fait, créer les comptes sur les réseaux, c'est le premier truc qui matérialise ta société, tu vois. Et ça, c'est la preuve que ça y est, les gens, ils ont compris que les réseaux sociaux... Même tu crées ta page Instagram pour sécuriser ton pseudo, là, alors que t'as pas reçu tout le truc administratif, genre ton activité n'existe pas. Et là, du coup, pour les gens qui regardent le podcast et qui veulent devenir community manager, c'est quoi, en fait, la route à suivre pour devenir CM ? Eh ben, c'est de faire un master pendant 5 ans. Non, c'est pas vrai. Ensuite de galérer pendant 1 an et demi, et après, c'est bon. Non, justement, il y a des formes... En fait, il faut faire une formation courte et orientée pratique. Ciblée, ouais. Voilà, parce qu'en fait, tu peux apprendre la théorie, aller sur YouTube, te former, suivre des CM et tout ça, mais ce qui va te faire monter en compétence, c'est vraiment le côté pratique et d'avoir la boîte à outils en fait du community manager pour gagner du temps. Ouais. Donc, tu as des accompagnements aujourd'hui qui te fournissent ça et tu peux monter en compétence en 3 à 6 mois en fait et devenir opérationnel et pouvoir commencer à livrer des clients. Donc, je dirais ça, c'est faire une formation courte. Tu vois, nous, devenir CM, par exemple, c'est 3 mois. Donc, 3 mois, c'est bien, par exemple. Et ensuite, de faire de la gratuité. Quand je dis de la gratuité, c'est-à-dire tester, en fait, ses compétences, soit gratuitement, soit à des tout petits tarifs, pour déjà prendre confiance. Aussi se prouver à soi-même que ce qu'on met en place ça fonctionne, apprendre parce que il faut créer du contenu, faut tester en fait, faut pratiquer. Par exemple, on a des élèves qui vont offrir des audits, donc ça leur permet de s'entraîner à analyser des comptes, à faire des recommandations, etc. Et ça leur permet aussi d'avoir des premiers témoignages. Il y en a qui vont proposer des stratégies où tu peux même aller pendant 1 mois, t'accompagner un client, tu dis ok, je t'aide à mettre en place la stratégie, on fait des templates de publication, on lance le truc et après le client il reprend la main. Tu vas pas faire gratuit pendant 3 mois, c'est ça que je veux dire, mais voilà, en fait c'est ça au départ qui va faire que t'es opérationnel. Et tu vois, dans devenir CM, t'as des personnes qui nous rejoignent qui ont un master en marketing, il y en a qui étaient salariés dans la com, etc. Et en fait ils disent en 3 mois on a plus appris sur le community management et sur le développement d'une activité qu'en master. Parce que c'était orienté pratique et que y avait pas le superflu en fait. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer, prendre un accompagnement, que ce soit devenir CM ou un autre, même si on est les meilleurs. Non mais oui, en fait c'est une formation ciblée quoi. Moi, l'inconvénient qu'il y a eu avec mon master,
c'est que en fait, on apprenait beaucoup sur les techniques de communication, les techniques de marketing. J'ai fait des SWOT et des PESTEL pendant 5 ans. Ouais. Mais j'ai jamais vu comment on fait une stratégie sur les réseaux sociaux. Et même si on avait évoqué ça, on l'aurait pas mis en place, tu vois. C'est parce que c'est de la théorie, quoi, à l'école. Enfin, voilà. Et donc, c'est ça qui m'a manqué, je pense. Et c'est pour ça qu'en 1 an et demi, j'ai galéré. Alors que j'aurais pu bien gagner... Enfin, en tout cas, avoir une activité qui fonctionne avant. Mais là, tu vois, j'ai fait un... Tu sais, le vendredi sur Instagram, on fait les lives, ouais. avec les élèves. Mm-hmm. Et vendredi dernier, j'ai fait un live avec Norine. C'est une élève qui accompagne des thérapeutes. Ouais. Et elle, en fait, avant, elle était CM dans un hôtel. Ok. Avant de faire devenir CM. Et elle racontait dans le live qu'avant de nous rejoindre, elle se disait, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une formation parce que voilà, je suis quand même CM et tout. Et en fait, quand au bout d'un mois, elle nous avait dit, mais en fait, j'ai l'impression que je redécouvre mon taf, en fait. Parce que tu vois, tout ce qu'on parlait, tout ce qu'on disait sur la partie conversion, ouais. toute la partie stratégie et tout, en fait, elle avait jamais eu ces notions-là dans son taf. Ouais, elle, c'était en mode, ok, on fait des posts, on va essayer de suivre le nombre d'abonnés, d'avoir un joli feed. Voilà, tu vois. Et en fait, et limite, ses boss étaient contents. Enfin, c'était ça qu'ils attendaient, tu vois. Ouais. Et là, tu vois, d'avoir cette vision vraiment marketing, elle m'a dit, mais en fait, j'ai redécouvert le métier. mon métier, quoi. Ouais. Et je pense qu'en freelance, tu es obligé d'avoir ces compétences-là, par contre, parce que si t'as que le truc visibilité, création de contenu, parce qu'on disait, en fait, tu restes bloqué à des petites offres. Et tu peux pas facturer à la hauteur de ce que tu mérites, quoi. Ouais, ou alors tes collaborations, elles durent pas longtemps parce que le client, il se rend compte à force qu'il dépense de l'argent c'est ça. sans retour sur investissement. Mais ça, c'est le pire. C'est le cercle de la merde, on appelle ça. Vas-y, parle-nous du cercle de la merde. Mais genre, le cercle de la merde, c'est genre, tu veux... c'est souvent les gens qui démarrent, ils se disent, ok, faut que je m'adapte au budget du client. Donc, je vais lui proposer plusieurs tarifs. Comme ça, il y aura au moins une offre qui pourra se permettre. Et donc, du coup, ils vont souvent proposer des packs. Et donc, ils vont faire le pack... basique. Le pack basique, ouais, le starter pack, tu vois. Oui. Il y a 2 posts par semaine. Il y a pas de modération, tu vois. Je sais pas, il y a des trucs débiles comme ça. Ouais. Donc, genre, pack starter, 2 posts par semaine. Pack moyen, classique, standard, 3 posts par semaine, tu vois. Et pack extrême plus, où là, t'as genre 10 stories en plus, tu vois. Ouais. Des trucs qui n'ont pas de sens. Mais en fait, les gens qui font ça, ils se disent, ok, bon, s'il a pas les 1 000 €, il prendra la petite offre à 300 balles, au moins j'aurais vendu un truc. Ouais. Et c'est là où tu tombes dans le sac de la merde, parce que du coup, t'as vendu un truc à 300 balles, mais le truc est pas censé apporter des résultats. Parce que si tu fais 2 posts par semaine, on est d'accord que ça va être compliqué. Ça va être compliqué de vraiment apporter des résultats. Et là, en fait, tout le monde est frustré à la fin, parce que toi, tu te dis, attends, j'ai fait un prix au client pour que ça rentre dans son budget, et en plus, il est même pas content. Donc toi, tu te dis, il aurait dû prendre le truc plus cher. Mais tu lui as pas proposé. Donc lui, il a pris ce qui lui convenait. Et lui, le client aussi, il est frustré parce que il a payé un truc où il a pas de résultat. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est tout l'inverse. Au lieu de proposer une offre à tiroir, comme tu disais, ou plusieurs options, en fait, tu proposes une seule offre. Ouais. Celle qui va apporter des résultats au client. Et on peut rien enlever. Tu vois, c'est ce que tu disais. Tu vois, si quelqu'un commence à dire, oui, est-ce que vous pouvez faire baisser le prix en enlevant tel truc. En fait, c'est un tout. Tu peux pas... si tu veux qu'on obtienne les résultats, il faut prendre tout le dispositif. Ouais. Mais moi, c'était ça avec un de mes premiers clients. On avait enlevé... alors, c'était lui qui faisait une partie des stories. Mais alors, fallait voir les stories. Et puis, il n'y avait pas de conversion du coup en story parce que il savait pas faire, quoi, mais il avait décidé de les prendre. C'était lui qui faisait la réponse aux commentaires et tout ça. Il n'y avait pas de routine d'engagement non plus. Il avait dit, t'inquiète, ça, je vais commenter sur des trucs. Voilà. Et qu'est-ce qu'il avait pris aussi ? Je crois que la rédaction des légendes aussi. Bon, bref, moi, en gros, je faisais de la création de contenu, en fait. Ouais. Et les plannings édito. Okay. Mais du coup, on n'a pas eu de résultat, quoi. Et la collaboration, elle a duré 6 mois et après... Ouais. Et puis même en tant que CM, donc là, on parle du point de vue du client, mais même en tant que CM, tu fais des offres à 350 €, t'as l'impression de travailler, de travailler beaucoup, de donner beaucoup d'énergie, tout ça. Et au final, à la fin du mois, t'es rémunéré 350 €, puis t'enlèves les 25%, et puis maintenant, en plus 25 000 €, tu enlèves la TVA aussi. Ouais. Donc en fait, t'as juste le sentiment d'être exploité et tu prends plus de plaisir dans ton taf, quoi. Non, c'est ça, exactement. En fait, c'est ça, moi je dis, il faut que tu mettes un prix
il faut que tu mettes un prix qui même toi te challenge un petit peu. Ouais. Tu dis putain là va falloir que je donne tout. Exactement. Tu vois. Ouais. Et en fait du coup tu donnes tout et ça marche. Ouais. Et du coup le client il voit il est content et il a envie de continuer à bosser avec toi et même à t'augmenter et tout ça, tu vois. Je pense que moi je l'ai fait inconsciemment ça, mais du coup maintenant que tu le dis, c'était ça un peu mon processus de pensée. Quand j'ai commencé à augmenter mes prix, je sais pas, 1 an après, je pense, un truc comme ça. Parce qu'au début, du coup, je faisais genre à 500, 600 euros. Et après, je me suis dit, merde, en plus, sur devenir CM, ils disent 1000 euros et tout. Vas-y, je vais me mettre à 800 euros, tu vois. Et du coup, ouais, t'avais ce truc, cette adrénaline de dire, ok, s'il accepte, par contre, je donne tout et on va générer des résultats, tu vois. Ouais. Et c'est hyper moteur et au final, tu les fais, quoi. Mais ça, fais gaffe parce qu'il y en a, ça peut les freiner. De se dire... tu vois, moi je vois des élèves, ils osent pas prospecter parce qu'ils ont peur de leur apporter des résultats, de pas apporter de résultats, tu vois. Genre, mais je leur dis, c'est normal. Du coup, c'est normal que tu prospectes pas parce qu'en fait, tu te dis si je signe, je suis dans la merde, donc tu vas repousser le moment. C'est clair. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut pas que tu vois, tu vas pas facturer 1000 euros ta première presta. Au début, tu vas facturer à la hauteur de ce que tu produis. C'est même, en fait, c'est psychologique, tu vois. C'est genre deux personnes, elles peuvent avoir fait la même formation, la même expérience, le même truc. T'en as, il va te dire, moi, je m'en fous, je facture 1500 euros par mois, c'est en dessous de 1500, j'ouvre même pas mon ordinateur. Tu vois le truc ? Et l'autre, il va dire, bah moi, je propose exactement la même chose que l'autre à 700 euros. Ouais. Et ben les deux, ils vont trouver des clients au prix qu'ils ont demandé, en fait. Ouais. Tu vois ? Et du coup, ça sert à rien. Tu vois, par exemple, ceux qui nous regardent là et qui facturent peut-être pas 1000 euros par mois, tu vois, s'ils se disent, ouais, Yacine et Laurie, ils ont 10 000 euros, il faut que je mette 1000 euros. Et ben peut-être qu'ils vont s'auto-saboter en fait. Ils vont arriver en appel découvert, qu'ils vont s'imaginer ne pas réussir à livrer le client à la hauteur de ce qu'ils ont payé. Et du coup, ça va pas marcher. Donc là, peut-être qu'eux, il faut qu'ils mettent moins cher. Et en fait, ils ont besoin de s'entraîner, de voir les résultats qu'ils sont capables d'apporter, de voir les retours des clients et que tu vois, avoir un client qui te dit oui, c'est bien, c'est que t'aies la validation. Et là, après, tu te sens plus à l'aise de monter les prix. Et genre, toutes les personnes, tous les CM, et genre, je te dis, c'est des dizaines et des dizaines de CM qu'on a interviewé sur les lives Insta dont on parlait, et ils disaient tous que leur tarif a évolué et genre que ça a commencé à 700, 800, 1000, après ça peut monter et ça s'arrête jamais d'augmenter en fait, parce qu'au fur et à mesure des années tu gagnes en expérience, tu gagnes en autorité, tu gagnes en tout, en compétences, et donc tu fais tout le temps que augmenter tes tarifs au fur et à mesure. Bon, du coup, on parle beaucoup des tarifs là, mais avant de fixer son tarif, je suppose il y a plein d'étapes. Comment on se lance en fait déjà ? Comment on crée son activité de community manager ? Trop bien. On a une masterclass d'1 heure où on explique le plan d'action justement pour se lancer, et j'invite tous ceux qui nous regardent là, si vous avez aimé tout ce qu'on raconte, je pense que ça peut vous intéresser d'aller le voir. Mais du coup, les 7 étapes, 1, c'est se former. Parce que tu vas pas aller livrer un client si t'as pas les compétences. Donc se former, c'est ce que je disais, c'est pas forcément une formation de 10 ans, une formation courte orientée pratique, et pratiquer avec des clients gratuits. Étape 2, c'est trouver sa niche. En fait, aujourd'hui, ça peut paraître contre-intuitif, mais on doit choisir un cœur de cible. En fait, on peut pas cibler tout le monde. Et je sais que ça peut paraître contre-intuitif parce que les gens ils peuvent se dire j'ai pas de clients, si je commence à me fermer des portes, je vais avoir encore moins de clients. Et en fait, moi, justement, j'aime bien l'image des portes, parce qu'au début, quand tu lances, t'as toutes les portes qui sont fermées. Et justement, le fait de choisir une niche, ça va te permettre d'ouvrir au moins une porte. Parce qu'au départ, t'as pas de témoignage, t'as pas de preuve sociale, t'as pas d'expérience, de cas client à montrer, etc. Donc, pour te démarquer, tu vas surtout te démarquer à travers ton positionnement. Tu vas être identifié comme l'expert d'une problématique. Par exemple, un exemple, ça peut être une personne qui aide les marques de cosmétiques bio à faire plus de ventes sur Instagram. Ça, c'est un positionnement. Ou j'aide les thérapeutes à gagner plus de rendez-vous grâce à LinkedIn, par exemple. Et donc là, on a un positionnement qui est clair, identifiable, et les gens, ils comprennent tout de suite ce qu'on peut apporter. Et même les gens qui n'ont pas besoin de nous, ils peuvent nous recommander plus facilement. Par exemple, si toi, tu vas en soirée, on te dit tu fais quoi ? Tu dis je suis community manager. Le lendemain, les gens, ils savent pas comment ils peuvent te recommander. Quand tu arrives en soirée, tu dis moi j'aide les artisans à développer leur visibilité ou à trouver plus de clients sur les réseaux. Demain, la personne, elle rencontre un artisan, elle dit je connais une nana qui fait ça. Donc avoir un positionnement hyper clair, c'est super important. Toi, t'avais trouvé une niche au départ ? Ouais, en gros, mon premier client, c'était des artisans. Donc, c'était une académie de lutherie, donc de fabricants de guitares. Et en fait, ça m'a tellement plu que je me suis dit, OK, je vais
continué dans l'artisanat et en fait l'art en général, parce que mon deuxième client c'était un artiste peintre et plasticien. D'où ta question à Chloé il y a 2 ans sur les artistes. D'où ma question. Ouais. Et en fait, même si j'avais mon premier client là-dedans, je me suis dit mais l'artisanat, il n'y a pas de sous. Enfin, là, c'est une chance que j'ai ce premier client et tout, et c'est pour ça que j'avais posé la question à Chloé en mode est-ce que t'es sûre que c'est bien? Et au final, j'ai continué du coup dans l'artisanat, l'art et tout ça. Je travaillais avec une autre peintre, je travaillais avec une coiffeuse. Je trouve que c'est aussi de l'art, de l'artisanat, tu vois, c'est une artisane des cheveux, tout ça. Et puis finalement, après, c'est bouche à oreille et mes réseaux sociaux qui m'ont rapporté des gens dans d'autres domaines, quoi. Et je m'y suis ouverte parce que je pouvais me le permettre à l'époque. Bah non, mais de toute façon, tu vas pas... Je vais pas me fermer... là, ce serait se fermer des portes. Ouais, voilà. Ouais. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y en a, ils me disent des fois, ouais, mais je vais pas refuser un client s'il est pas dans ma niche. Bah non, tu vas pas refuser un client. En fait, sauf si t'as pas envie de bosser avec lui. Mais en soi, non. C'est juste que dans ta communication, quand toi, tu vas aller chercher des clients, tu vas choisir un cœur de cible et tu vas communiquer de cette manière-là. Après, si toi, t'as des opportunités dans ton réseau personnel, etc., bah bien sûr, tu vas les prendre, tu vois. Et après, il y en a qui me disent, ouais, mais du coup, si j'ai mis sur Instagram que je suis spécialiste des artisans, est-ce que les entreprises des autres secteurs ne vont pas vouloir travailler avec moi? Des fois, on nous pose ça. Ben en fait, non, parce que tu expliques aux gens c'est quoi un positionnement, que c'est ton cœur de cible et que c'est pour ça que tu as choisi stratégiquement de communiquer sur ces cibles sur Instagram. Mais s'il y a un client avec qui tu veux absolument travailler... Ben c'est ça. Mais même, tu sais, nous, j'ai plein d'exemples comme ça d'élèves qu'on a accompagnés hyper nichés. Et qui travaillent, qui ont énormément de demandes en dehors de leur niche parce qu'ils ont l'air beaucoup plus experts. Tu vois, je pense à une personne en tête qui est dans le tourisme, et je crois qu'elle a que 20% de ses clients dans le tourisme, alors que tu vas sur son compte Insta, elle parle que de touristes tout le temps, tu vois. Parce qu'elle dit, moi, c'est mes clients de cœur, donc je communique sur ça pour attirer ces clients-là. Après, elle dit, ma personnalité fait que d'autres entreprises me contactent. Et du coup, je peux me permettre de choisir si j'ai envie, si je suis aligné ou pas avec ça. Et je pense qu'elle aurait eu beaucoup moins de clients si elle avait été généraliste. Voilà, parce que là, elle a l'air beaucoup plus expert. Ouais, puis tu parles le même langage que ta niche, quoi. Sinon, en fait, si tu t'adresses à personne, tu vas parler de grandes généralités sur les réseaux sociaux, mais tu vas pas créer de lien sur des points de douleur. Que toi, tu comprends parce que tu t'es intéressé à cette niche, quoi. C'est ça. Et c'est ça. Et d'ailleurs, t'avais fait des vidéos TikTok sur les différentes niches. Tu peux citer un peu pour donner des exemples aux gens, les niches qui existent? Alors, je pense que celle, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais celle à laquelle on pense en premier, c'est la food. Ouais, j'ai l'impression. Mais en fait, si je pense savoir pourquoi, parce qu'en fait, les gens ils se disent. Trop bien, j'adore la bouffe. Ouais, non, ils se disent en fait, tu sors dans la rue, il y a des restos partout. Ouais, oui, c'est vrai. Du coup, tu te dis, les restos, je trouverai des clients. Ouais. Alors qu'en vrai, si tu viens pas de ce milieu-là, c'est une des niches les plus compliquées. Parce que le milieu de la restauration, si t'as jamais bossé dedans, où t'as pas une vraie appétence et tout pour le truc, en vrai c'est chaud. Ouais. Moi j'ai des copines de community manager de resto et ouais, c'est assez chaud. Donc il y a ça, on a la niche du tourisme justement, comme tu disais. Là c'est les hébergements touristiques. Les hébergements, ouais, voilà. Les destinations, les activités de loisirs, plein de trucs. Ouais. La niche de la beauté aussi. Ouais. Donc ça peut être... et là, tu te spécialises, après ça peut être des marques e-commerce, ça peut être des prestataires de services ou des salons. Ou des... C'est ça. Tout ce qui gravite autour de l'univers de la beauté. Qu'est-ce qu'on a? Les commerces locaux aussi, t'as dit? L'artisanat, c'en est une. Ouais. L'immobilier. L'éducation. Ouais. Les prestataires de services. Ouais, en général, les coachs. Les coachs, les thérapeutes. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beaucoup. C'est déjà pas mal. Les artisans. Ouais. L'immobilier, on l'a dit. Ouais, c'est bien déjà. Ouais. Ok. Donc, en fait, il y en a pour tous les goûts. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui est bien, tu peux rattacher des centres d'intérêt ou des passions que tu as dans ta vie personnelle et les appliquer à ton corps de métier. C'est ça. À ton métier de community manager, quoi. C'est ça. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que c'est super important. Comme tu vas devoir trouver de l'inspiration, être créatif, etc. C'est pour ça que c'est important de trouver une niche dont tu es déjà consommateur. Tu vois, par exemple, moi, si quelqu'un me dit, ouais, j'ai choisi la niche de la beauté,
et que la personne n'est pas au courant de toutes les dernières nouveautés marketing dans la beauté, les marques, les orties, tout, je dis pourquoi c'est pas logique. Si t'as choisi cette niche-là parce que t'es passionné de ça, tu vois. Genre tu suis les analyses des marques sur YouTube, tu vois le truc. Et si t'as pas ce truc-là, je trouve que ça va être plus compliqué de trouver une motivation. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair parce que c'est pareil. Moi, ce que je dis souvent, c'est que mon métier, il est passionnant, mais ma passion, c'est pas les réseaux sociaux. D'ailleurs, je peux pas me les voir, les réseaux sociaux, j'en peux plus. Mais ce qui rend le métier passionnant, c'est les gens avec qui je travaille et les expertises et les domaines avec lesquels je travaille, quoi. Ouais. C'est ça qui donne du sens à ton métier, en vrai. Ouais. Et du coup, l'étape 3, donc là, on était sur l'étape 2 de la niche. Ouais. Et l'étape 3, ça va être de se montrer. Et en somme, c'est ne pas se cacher derrière un logo et ne pas se cacher derrière un nom d'agence. Oui. LT Social. LT Social, c'est toujours ça. LT Social, c'est le nom de ton compte TikTok. Oui. C'était le nom de ton agence. C'est comme ça que je me présente, quoi. Ok. Putain, t'en penses quoi des CM qui se donnent des noms d'agence ? En fait, je capte la volonté de se dire ça donne plus de crédibilité, je suis une agence, voilà. Sauf que, bon, déjà, quand tu vas parler avec ton prospect, il va comprendre que tu es toute seule à un moment donné. Il va comprendre que tu te lances à un moment donné aussi. C'est comme les gens qui mettent CEO alors qu'ils sont tout seuls. Genre 50% de... Et donc, bon, du coup, en fait, c'est une façade que tu bâtis qui tombe vite parce que finalement, les gens, ils se rendent compte après que t'es tout seul. Et surtout, ça te permet pas de créer du lien avec la niche que t'essaies de toucher, quoi. Si toi, t'interagis en tant que Laurie, passionnée de experte, etc., tu vas avoir beaucoup plus de facilité à créer du lien que si tu t'appelles LT Social. Complètement. Surtout que les gens, les clients, ils achètent pas des sacs de patates, quoi. Ouais. Ils achètent une expertise et un humain. Donc le côté humain va énormément jouer parce que le community manager, c'est le porte-parole de la boîte. Il doit refléter les valeurs de la boîte, la personnalité de la boîte, etc. Donc dans sa manière de communiquer, tu vas pas choisir n'importe qui. Tu vas choisir quelqu'un qui est capable de véhiculer ça. Et donc tu vas forcément regarder, en tant que client, avec qui tu bosses et pas juste les compétences. Et tu peux pas choisir un community manager si tu as juste vu un nom d'agence et son logo, une description de ses services. Non. Tu as besoin de le voir parler, de sentir sa personnalité et d'avoir envie en fait de travailler avec lui, quoi. Et même toi, en tant que community manager, ça te permettra d'attirer des gens qui sont déjà alignés avec comment tu penses, ta manière de parler. Moi, par exemple, les clients qui m'ont découvert... déjà, toi, c'était un exemple. Tu vois, les clients qui m'ont découvert grâce à mes réseaux sociaux, ils ont décidé de me contacter parce qu'ils ont vu mes vidéos et ils se sont dit, OK, on est plutôt alignés sur la manière de penser. Exactement. Je pense à ma cliente coiffeuse aussi qui avait juste tapé Community Manager sur Instagram et qui était tombée sur mon profil et qui me répète encore aujourd'hui, mais j'aimais bien la manière dont tu tournais tes phrases, t'avais l'air sympa et tout. Et du coup, ça fait la différence, quoi. Plutôt que quelque chose de très impersonnel où au final, tu vas pas te démarquer, en fait. Mais de ouf. Toutes les personnalités peuvent trouver des clients. Ah oui, c'est clair. Que tu sois introverti, extraverti. Parce que souvent, les introvertis, quand ils voient... j'allais dire des gens comme nous, mais je pense pas que tu sois hyper extraverti, tu vois, te connaissant. Pourtant, tu fais du contenu. Oui. Mais voilà, peut-être qu'ils voient quelqu'un comme moi qui fait des lives le vendredi, tous les vendredis, qui machin et tout, qui est super excité tout le temps. Ouais. Peut dire, ok, moi ça me fait peur, je suis pas comme ça, je vais pas y arriver, tu vois. Mais ça fait peur aussi aux clients qui sont pas faits pour l'exCM comme ça. C'est ça, et peut-être qu'il y a des gens, ils voient mon énergie, ils se disent, oula, je veux quelqu'un de plus calme, tu vois. c'est sûrement le cas. Ouais. Et du coup, en montrant qui tu es, tu vois, si toi t'es quelqu'un d'introverti et tout, tu parles calmement, tu vas attirer des gens qui aiment cette énergie-là, en fait. Ouais. Et ça qui est génial. Donc, même si, je sais pas, t'as une passion étrange, t'as une bizarrerie ou quoi, et en fait, mets-la en avant parce que c'est un argument. C'est un argument, en fait. Et clair. Encore une fois, t'as besoin de trouver 3 clients. Donc, tu trouveras des gens qui te ressemblent finalement. On disait que le client, il choisissait un humain et pas une expertise, et pas juste une expertise. Et c'est pour ça que c'est important dans sa communication d'expliquer d'où on vient, qui on est, de raconter son histoire, pourquoi on s'est lancé à notre compte, pourquoi on a choisi la niche avec qui on a envie de travailler, qu'est-ce qu'on a envie de leur apporter. En fait, on veut gagner de l'argent, mais on veut surtout avoir un impact et avoir un métier qui a du sens. Ouais. Et donc, le fait d'expliquer qu'est-ce qui a de la valeur pour nous, qu'est-ce qui a du sens pour nous, je pense que c'est super important aujourd'hui. Et tu vois, on parlait d'un nom d'agence ou d'un logo et tout ça. Ça véhicule rien du tout. Genre, tu t'appelles agence Pimp My Com, ça véhicule rien, tu vois.
Et tu vois, la dernière fois, j'ai dit ça, on m'a dit, ouais, mais moi, je m'appelle Cécile, la personne, elle connaît pas Cécile. Je dis, oui, mais en fait, si c'est Cécile et c'est toi, Cécile, avec tes valeurs, ta personnalité, ton histoire, et je te vois comment tu parles, bah en fait, si, tu vas dégager quelque chose, en fait. Parce que t'as ta personnalité, finalement. Ouais, c'est clair. Donc, ne pas se cacher derrière un nom d'agence, ni derrière un logo. Donc, ça veut dire communiquer en son nom propre, concrètement. Donc, voilà. Donc, si vous lancez vos comptes sur les réseaux, Instagram, LinkedIn, TikTok et tout, communiquez en votre nom et ne vous cachez pas. Et j'ajouterais juste que les clients, en fait, ils ont besoin, moi c'est un truc que j'ai remarqué à chaque fois dans un rendez-vous, ils ont besoin de sentir que la personne en face, elle est aussi passionnée par leur truc que eux-mêmes, tu vois, parce que soit parfois ils sont seuls ou ils ont envie que la personne, elle soit aussi motivée dans le projet. Et du coup, si on parle de ce storytelling, moi, je suis spécialisée dans les business autour des chevaux parce que je suis une cavalière depuis des années, etc. Du coup, tu as déjà un point d'accroche avec le client et il se dit, ok, elle comprend, va se mettre dedans. Ouais, de ouf. Voilà. Donc ça, c'est trop important. Donc on a dit se former, trouver sa niche, se montrer, ne pas se cacher, créer son offre. Donc après, on a créé son offre, fixer ses tarifs, prospecter et développer sa boîte. Donc là, si on parle de l'offre, en fait, pour simplifier, moi, ce que j'explique tout le temps, c'est en gros, tu as 3 types de produits que tu peux vendre. Tu as la prestat de service de community management en forfait mensuel. Donc, par exemple, on travaille sur ce modèle-là. Donc, on travaille sur du long terme. Et toi, en tant que CM, tu vas gérer les comptes. Tu vas prendre en charge la stratégie et c'est toi qui vas gérer les comptes du client, etc. Donc ça, c'est le truc, c'est le community management, on va dire, classique. Ouais. On en parlait tout à l'heure, mais il y a des clients qui n'ont pas le budget de pouvoir se payer un community manager 1 000 € par mois, mais qui peuvent payer 1 000 € une fois pour pouvoir se former, monter en compétences, devenir autonome, en fait, pour avoir des résultats par eux-mêmes. Et aujourd'hui, je pense que 80% de nos élèves, ils proposent de l'accompagnement. Tu vois, soit que de l'accompagnement, soit en plus du community management. Et ce que tu entends pour les gens qui regardent, quand tu dis accompagnement, c'est du coaching en gros. Tu leur apprends tes compétences pour qu'ils puissent les appliquer à leur business et qu'ils deviennent complètement autonomes là-dessus. Ça. En fait, quand tu as un client en coaching / accompagnement, tu n'as même pas le mot de passe de son compte en fait. C'est tu vas travailler avec lui sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, mettre en place une stratégie, l'accompagner en fait à créer les premiers contenus avec lui montrer comment ça fonctionne et ça, et en fait aller chercher les premiers résultats, et ensuite une fois qu'il est autonome, la personne elle peut gérer les réseaux par eux-mêmes. Donc ça va s'adresser à des gens qui ont envie de le faire eux-mêmes, qui ont le temps de le faire ou qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un CM. Et comme aujourd'hui tout le monde a compris que les réseaux c'est important, il y a une demande de ouf en ce moment là-dessus, du coaching Instagram, TikTok, LinkedIn. Il y a vraiment une demande de fou, et c'est pour ça que dans nos élèves il y en a beaucoup qui ont genre 2-3 clients en community management. Donc, ça leur permet d'avoir un revenu récurrent sur la durée. Donc, voilà, ils vont faire 2-3 000 € par mois sur l'année. Et en plus, ils vont vendre de temps en temps un coaching. Et ça va leur compléter de 1 000 €. Tu vends à peu près 1 000 € un coaching. Ça va leur compléter leur chiffre d'affaires du mois. Et ça leur prend moins de temps. Parce qu'accompagner quelqu'un, forcément, ça prend moins de temps que de gérer par toi-même. Et en plus, la relation, elle est complètement différente avec ton client. Parce que tu n'as pas cette relation client-prestataire. Tu es vraiment dans la transmission. Vraiment, tu es engagé avec lui. Tout, c'est encore une autre relation. Donc, tu as le community management en forfait mensuel. Tu as le coaching / accompagnement. Et après, tu as les audits, on en avait parlé. Ça, c'est vraiment un petit produit que tu vas vendre entre 200 et 400 €, on va dire, où tu vas auditer les réseaux sociaux d'un client. Par exemple, tu prends le compte Instagram du client, tu vas dire, OK, photo de profil, biographie, story à la une, légendes, etc. Tous les points, tu vas auditer, tu vas dire bien ou à améliorer, et avec à chaque fois des petites recommandations. Et donc ça permet à faire découvrir, en fait, à montrer aux gens le potentiel. Et souvent, tu gagnes pas ta vie en vendant des audits, mais tu peux commencer par vendre un audit pour ensuite amener vers une presta de CM ou de coaching. Donc en fait, il n'y a pas à avoir 40 000 offres en fait. C'est vraiment, j'ai une niche. Par exemple, j'ai développé une offre pour les marques de cosmétiques bio. Je sais que pour développer les ventes, il faut mettre ce dispositif-là en place. Et c'est pas au client de décider, de choisir. Parce que lui, il n'en a aucune idée en fait. Mon offre, elle est comme ça. Donc voilà, moi c'est ça que je recommande. Donc maintenant qu'on a créé son offre, il faut savoir à combien on la tarif. Attends, on en a parlé pas mal tout à l'heure. Donc je pense que les gens ils peuvent aller revoir la vidéo. Mais en gros,
3 trucs à retenir. Un, c'est sur le marché, tu es autour de 1 000 € par mois pour une offre de CM mensuelle. C'est à peu près le même prix pour un coaching en one shot. Que les prix, ils évoluent. C'est pas parce que t'as mis un prix que ça va pas évoluer avec le temps. Et les prix, ils évoluent en fonction de la confiance que t'as en toi et en l'estime que t'as de ton expertise et de la capacité que t'as à apporter des résultats. Et les retours que t'as, l'expérience et la preuve sociale que tu peux avoir. C'était un truc que je disais souvent sur mon compte quand je gérais pas encore celui de Born2be où je disais c'est important, je trouve, au début de trouver un tarif avec lequel on est à l'aise. Parce que du coup, dans toute la posture, dans l'appel découverte, dans la collaboration, tout ça, on sera aligné avec ce prix et ça se passera beaucoup mieux que si on est avec un tarif où on trouve qu'il ne représente pas du tout la valeur de notre travail et du coup, on va être énervé à bosser sur le projet. Ouais. Ou alors où on se dit putain, il me paye tout ça pour ce que je fais et du coup, on n'est pas à l'aise non plus, quoi. Exactement. Moi, je dis aux élèves de définir 2 prix. Genre, il y a un prix, ce que j'appelle le prix plancher. C'est genre le prix en dessous duquel tu descendras jamais. Et après, c'est ton prix idéal. Genre, là, c'est le prix, tu vois, tout à l'heure, on disait, t'es un petit peu challengé, tu vois. Genre, tu sais que s'il accepte, va falloir que tu bosses et falloir être à la hauteur. Et du coup, ça te donne un peu la tranche dans laquelle tu peux vendre tes offres. Et si tu connais pas ton prix plancher, tu peux faire d'énormes conneries. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, genre, d'arriver à un rendez-vous, au début, hein, je pense que tu fais plus ça, mais genre d'arriver à un rendez-vous, tu dis, ouais, je vais lui proposer tel tarif. Et au fur et à mesure du rendez-vous, au moment de donner ton prix, je sais pas, tu baisses complètement. Tu donnes plus du tout le bon prix, tu vois. Ça va arriver. Voilà. Genre, je baissais de 100 € ou de genre 50 €. Dans le stress, avant d'annoncer comme ça, tu baisses. Ouais. Et parfois, je me souviens, une fois, ça m'est arrivé, j'ai baissé de 50 € et après, je me suis dit, mais 50 € à lui, ça lui fait rien. Genre là, t'es complètement aveuglé par tes peurs, quoi. Mais oui, ça m'est arrivé, ouais. Et du coup, si tu connais ton prix plancher, en fait, le prix plancher, pour le définir, tu te poses la question, et tu te la poses avant d'aller en rendez-vous, justement, c'est de te dire, en dessous de quel prix je me sentirais exploité, tu vois. Genre, tu vois, comme tu disais, à la fin du mois, tu reçois ton paiement de 300 balles. Vas-y. Tu vois, limite le mois d'après, tu te dis, vas-y, tu vois, là, tu te sens vraiment exploité, quoi. Donc ça, c'est le prix plancher, tu ne descendras jamais en dessous. Et après, le prix public, c'est vraiment ton prix où voilà, tu voudrais vendre à ce prix-là. Donc, par exemple, tu peux avoir un prix plancher à 800 €. Genre, tu sais que voilà, tu descendras jamais en dessous de 800. Et ton prix public, ça peut être 1002. Et du coup, ça te laisse une marge aussi de négo et d'adaptation entre 800 et 1200 €, tu vois. Voilà, ça, c'est un peu le conseil que je donne pour... Et c'est pour ça que c'est très psychologique, parce que là, une personne va dire c'est 800, 1002, et une autre va dire 1500, 2000, mais c'est arbitraire. C'est juste la confiance en soi, en fait, tu vois. Maintenant, on a une offre et elle est entre 800 et 1002. Ouais. Et du coup... Mais déjà, c'est super important d'avoir fait toutes les étapes d'avant. Parce que si tu te lances, t'as pas de cible, t'as pas de community, tu vois. Freestyle. C'est en mode freestyle. Donc déjà, il faut faire toutes les étapes d'avant. Et ensuite, vraiment, pour être très clair, il y a 2 canaux, il y a 2 stratégies, il y a 2 méthodes. C'est la création de contenu. 2, c'est la prospection. Donc 1, c'est créer du contenu pour attirer des clients à soi. Et la prospection, c'est aller les contacter, aller les chercher, en fait. Ça prend pas le même temps. Genre, tu vois, genre là, imagine que demain... Non, imagine que là, il y a un mec qui rentre dans la salle, là, et il te met un flingue, là, et il te dit, je te tue si tu trouves pas de clients avant la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller sur la prospection. Bah ouais. Tu vas pas te dire, je vais faire un reel, non. Je vais faire une vidéo, elle va buzzer, je vais avoir des... Tu vas contacter des boîtes et tu vois. Donc ça, c'est la preuve que c'est ce qui fonctionne le plus rapidement. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de créa de contenu. Parce que même si tu fais de la prospection, tes réseaux sociaux, c'est quand même ta vitrine. C'est ça, les gens, ils vont aller voir. Les gens, ils vont te chercher. Et ça montre ce que tu es capable de faire. Et on parlait tout à l'heure de personal branding, montrer qui tu es, etc. Donc, tu dois avoir, dans un premier temps, créé du contenu pour créer ta vitrine. Mais c'est la prospection qui va t'apporter le plus rapidement des clients. Et en fait, au bout d'un moment, ta création de contenu va commencer à apporter ses fruits. Ça va prendre entre 3 et 6 mois, mais voire beaucoup plus. Ça peut prendre 1 an, voilà, aussi en fonction de ta régularité, de plein de choses. Donc, du coup, au départ, nous, on dit aux élèves, vous lancez vos comptes sur les réseaux sociaux, mais c'est la prospection qui va vous apporter des clients. Et est-ce qu'il vaut mieux créer du contenu ou prospecter? Du coup, les deux sont complémentaires. Mais il y en a un qui va te générer des résultats beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que demain, si tu commences à prospecter et t'envoies 30 messages de prospection,
La possibilité, c'est que tu aies, je sais pas, 3 rendez-vous, par exemple. Ouais. Alors que si demain, tu postes un reel, tu n'auras pas de rendez-vous, quoi. Peut-être. Ou peut-être. Voilà, mais c'est pas... tu vois, c'est pas une stratégie, tu vois. Genre, t'imagines, ta stratégie, c'est de poster et de prier pour que ça marche. Ouais. C'est horrible. Non. Tu peux pas dormir tranquille le soir. Non, c'est clair. C'est clair. Et puis, en quantité, tu peux en faire beaucoup plus. Tu vois, la création de contenu, tu peux pas poster 30 reels à la journée. Alors que des messages de prospection, tu peux en envoyer 30 en une journée si tu veux. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment mathématique. C'est-à-dire que tu veux un client, il faut que tu fasses tant de rendez-vous. Pour avoir tant de rendez-vous, il faut contacter X personnes. Ouais. Et donc, au final, à la fin, tu vois, nous, pour donner une idée, on a remarqué avec tous les CM qu'on a accompagnés dans la prospection et nous, notre expérience, il faut parler avec 20 à 30 personnes pour obtenir un rendez-vous. Un rendez-vous. Ouais. Ok. Et en fait, quand je dis parler, là, on va peut-être parler aux gars du podcast, tu vois. Ouais. Et c'est un lead, tu vois. Tous les nouveaux abonnés leur envoyer un message de bienvenue pour discuter avec eux. Ça peut être LinkedIn, ça peut être par mail et par téléphone, bien sûr, aussi. Parce que c'est le plus rapide. C'est ce qui fait le haut plus, mais toi, tu le fais beaucoup et tu sais que c'est ce qui marche. Bah ouais, mais en fait, il y a des niches où il faut pas réfléchir. Tu vois, la dernière fois, il y avait une cliente, elle prospectait sur Instagram pendant une semaine et elle me disait c'est compliqué, j'ai pas trop de retours et tout. Et je lui ai dit tu sais quoi, viens, on appelle. On a fait une session d'appel en 2 heures, on a chopé 5-6 rendez-vous, tu vois. Ah ouais. Mais en fait c'est-à-dire on fait une session de prospection là maintenant, on décroche 4 rendez-vous d'ici 1 heure. C'est fou. Tu vois. Donc la prospection téléphonique, malheureusement, à mon grand désarroi, c'est ce que nos élèves font le moins. Parce que c'est ce qui leur font le plus peur. Parce qu'il y a cette croyance de tu vas déranger la personne et elle va t'envoyer chier, quoi. Et je pense que c'est moins douloureux d'être envoyé chier par mail que au téléphone. Mais exactement. Mais on devrait pas penser comme ça. Mais c'est ce qu'on se dit au départ. Pourquoi ? Parce que nous, on reçoit des appels, des fois, des centres d'appels et tout ça. Et on n'a pas envie d'être assimilé aux gens qui prospectent. Du coup, c'est ton pitch, en fait, qui a travaillé. Quand tu as un centre d'appel qui t'appelle, tu le sais au bout d'une seconde. Oui. Juste le halo, tu le sais. Ouais. Déjà, toi, tu te différencies déjà par rapport à ça. Il faut accepter aussi de déranger les gens. Tu vois, moi, quand je t'envoie un WhatsApp, je te dérange en soi. Oui, mais on travaille ensemble, c'est pas la même chose. C'est pas unexpected. C'est surtout qu'en fait, dans nos échanges, t'as un intérêt. Oui. Tandis que quand il y a quelqu'un qui te prospecte, en fait, t'as aucun... Limite, lui a plus à gagner que toi dans l'histoire. Par contre, si tu arrives à montrer qu'il y a un intérêt dans les deux à ce que vous discutiez, là, la personne, elle va être plus apte à t'écouter. Et c'est comme ça, nous, dans les scripts de prospection téléphonique, on propose un appel pour auditer les réseaux sociaux du compte et montrer les nouveautés en 2025, ce qui fonctionne, etc. Et du coup, la personne, elle a un intérêt, en fait, à venir sur le rendez-vous. Si elle a envie de développer ses réseaux sociaux. Je pense que ça a dû m'arriver 2 fois qu'on me raccroche au nez. Genre sur des milliers d'appels, tu vois. Oui, parce qu'en fait, au pire, les gens, ils disent excuse-moi, c'est pas le bon moment, ou je suis pas intéressée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'intonation au téléphone. Ouais. Moi, j'appelle, je suis souriant, je dis le prénom de la personne, j'explique ma motivation, etc. Ouais. Et du coup, en fait, j'essaie de créer une connexion avec les gens. C'est pas toujours évident, etc. Mais c'est ce qu'on fait. Alors que le centre d'appel, on a rien à foutre. Lui, il vient, il suit son script. Et, il te laisse même pas parler. Voilà, tu vois, il déroule et tu dis, je suis pas intéressé. Il appelle, il a 40 millions de numéros à appeler. Ouais. Et donc, du coup, tu te différencies, surtout par rapport à eux quand t'appelles. Mais du coup, voilà, en fait, là, on parle beaucoup de prospection téléphonique. Mais encore une fois, il y a plein de canaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Et donc, si tu arrives à contacter 20-30 personnes par jour, que ce soit un mail, un message ou un réseau d'entrepreneurs, etc., du coup, tu peux générer un rendez-vous. Et après, en fonction de ton taux de conversion, tu vas transformer 3, 4, 5 rendez-vous en un client. Ouais. Donc, au début, quand tu es nul, tu as besoin de faire 5 rendez-vous pour avoir un client. Et après, tu deviens meilleur en appel. Donc, moi, je sais qu'au début, il fallait que je fasse 4-5 rendez-vous pour avoir un client. Et après, j'en avais besoin de 2. Enfin, tu vois, un rendez-vous sur 2, je le closais. Pourquoi ? Parce que déjà, je qualifiais mieux mes rendez-vous. J'allais plus à des rendez-vous qui servaient à rien. Et 2, j'étais meilleur en fait, simplement. Voilà. Donc du coup, tu sais combien de personnes tu dois prospecter pour avoir X rendez-vous, et tu sais combien de rendez-vous tu dois avoir pour avoir X clients. Et du coup, in fine, quand tu te lèves le matin, l'action qui va avoir le plus d'impact, c'est avec combien de personnes tu vas parler dans la journée. Et tu vois, et là, on peut parler de procrastination active. Tu vois, tu disais qu'au départ, toi, tu bossais sur ton site web, tu faisais plein de trucs qui te donnaient l'illusion d'avancer, mais qui te faisaient pas... Ouais, parce que j'avais pas d'objectif, en fait. Là, aujourd'hui, si je sais que
mon objectif, c'est de parler avec 30 personnes. Enfin, mon objectif, c'est d'avoir 3 rendez-vous. Ben, je connais les étapes par lesquelles il faut que je passe. Je sais que je dois envoyer 30 messages ou que je dois parler avec 30 personnes. Ouais. Et du coup, j'ai un objectif concret, alors que moi, quand je me suis lancée, dans ma tête, c'était OK, il faut que tu prospectes, mais c'était flou, quoi. Oui. Il faut que je prospecte. Je savais pas comment faire, quoi. Après, le conseil que je peux donner aussi, au début, moi, ce qui m'avait aidé, c'était que je prospectais avec un pote. OK. En fait, je restais pas... Parce qu'en fait, je procrastinais tellement le truc que, tu sais, en fait, c'est jamais le bon... Enfin, tu vois, tu dis, bon, vas-y, dans 1 heure, on le fait. Ouais. Tu vois le truc. Et puis après, vas-y, il a 17h, ça sert à rien. On repasse à demain, tu vois. Et ça va. Alors que si tu dis, vas-y, mec, demain, on se donne rendez-vous à 11h et on se fait une session 11h midi, bah, en fait, ça motive plus. Et du coup... je sais pas, en fait, on se mettait sur Zoom et moi, j'envoyais mes messages sur mon téléphone, j'appelais et lui faisait pareil. Et tous les 5-10 minutes, on faisait alors, ça donne quoi et tout. Et ça motivait. Et c'est pour ça que dans Devenir CM, j'ai mis ça en place. C'est trop bien. Parce que je sais que, des fois, t'as juste besoin du déclic de le faire avec quelqu'un, tu vois, de dire, putain, en fait, ça marche le truc. Ouais. Tu vois, genre, j'ai décroché 3 rendez-vous. Bah, le lendemain, t'auras peut-être envie de le faire tout seul. Donc, en gros, il n'y a pas de secret, c'est le passage à l'action. Si les gens, il y en a encore qui pensent qu'il suffit de créer du contenu sur les réseaux sociaux pour avoir des clients, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. En fait, attendre que les clients viennent grâce à son contenu, genre, attendre, c'est pas une stratégie, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Donc, nous, on va mettre en place des actions qui vont nous apporter des résultats. Et c'est la prospection, en fait. On se rend compte que ça peut aller super vite. Parce que si, là, je suis formé, genre, j'ai les compétences pour accompagner un client, et que là, c'est bon, je décide vraiment de passer à la vitesse supérieure, en fait, dans 1 mois, je peux avoir 3 clients. Là, si je prospecte tous les jours 1 heure ou 2, que je me fais un rendez-vous par jour, bah, en fait, à la fin du mois, j'ai signé 3 clients. Ouais. Mais l'important, c'est de se mettre ses plages horaires dans son emploi du temps et de se dire, ça, je peux pas y déroger. Tu vois, tu disais, prospecter, ça fait peur parce que y a la peur du rejet, de déranger, etc. Donc, c'est inconfortable de prospecter. Et bah, tout ce qui est inconfortable, on va le repousser, on va le procrastiner. Et il y a d'autres choses comme refaire son identité visuelle, fignoler son carrousel, refaire les sous-titres de sa vidéo, etc. C'est confortable parce que il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Ça te donne l'illusion d'avancer parce qu'en fait, à la fin de la journée, tu as créé un contenu, par exemple, tu as créé quelque chose, donc tu as l'impression d'avancer, mais ça t'a pas du tout rapproché de tes objectifs. En fait, dans 1 mois, si tu n'as fait que créer du contenu mais que tu n'as parlé à personne, c'est impossible qu'en fait que tu aies des clients. Il n'y a pas de magie dans l'histoire. Ouais. Donc, ok, créer du contenu, mais c'est la prospection en fait qui va faire la diff. C'était la 6e étape. Ouais. Donc la 7e étape, une fois qu'on a prospecté. Bah, une fois qu'on a trouvé ses 3 premiers clients, après, y en a qui vont se contenter de ça. Ils vont se dire, c'est bon, moi je gagne mes 3000 balles par mois, je bosse de la maison, je peux voyager, j'ai pas de patron, je suis libre, c'est cool et je bosse avec des clients qui me plaisent. Il y en a qui vont se dire, ok, c'est cool. Et il y en a d'autres qui vont se dire, en fait, c'est cool, l'entrepreneuriat, ça me plaît, j'ai envie de développer ma boîte et d'aller encore plus loin. Et donc là, il y a 2 chemins la plupart du temps. Okay. Tu as ceux qui vont se développer plus sur la partie community management. Et là, ils vont créer une agence. Je vais expliquer après ce que j'entends par là. Et ceux qui sont plus dans l'accompagnement et le coaching, ils vont plus aller vers des accompagnements de groupe, des programmes de coaching collectif, etc. Donc, en gros, tu vois, on n'en a pas parlé de ça, mais toi, tu penses qu'un CM, il peut gérer combien de clients au max? Au max? Moi, je pense que déjà, quand on a 5, t'es bien chargé. Ouais, je pense que moi, le 5, c'est le max. Ouais. Mais je pense que 5, tu restes un petit temps à 5, après, ou alors tu délègues. Mais justement, tu vois, est-ce que ça veut dire qu'on est bloqué à un maximum de 5 000 € de chiffre d'affaires, tu vois? Ouais, mais justement, c'est ce qu'on disait là tout à l'heure, c'est un espèce de plafond de verre où tu te dis, merde, je peux pas aller plus haut. Du coup, soit tu restes là, soit tu trouves des moyens pour détourner le plafond de verre. C'est ça. Ensuite, tu peux créer la stratégie avec le client et tu délègues le quotidien, en fait, la création de contenu, la modération, la routine d'engagement, etc. Et là, en fait, en théorie, du coup, tu peux prendre des clients à l'infini. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu recrutes des nouveaux clients, toi, tu recrutes des nouvelles personnes en interne. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu vois, mais sur le papier, l'idée, elle est là. Et du coup, c'est là où tu peux développer ton agence. On va prendre l'exemple d'un ou d'une coach sur Instagram. Elle a 5-6 clients qu'elle accompagne en simultané. En fait, ce qu'elle peut décider, cette personne, c'est de dire, OK, au lieu de coacher individuellement les 6 personnes, je vais créer un programme, je vais regrouper les 6 personnes entre elles, je vais les accompagner ensemble, je vais mettre des outils pour qu'ils avancent ensemble en fait, dans l'accompagnement.
Et donc là, pareil, en fait, tu peux commencer à prendre beaucoup plus de... Ouais, parce que tu libères du temps pour d'autres clients, pour d'autres sessions de groupe. Et en même temps, tu crées aussi, je pense, une synergie entre les coachés qui peuvent échanger entre eux et se motiver, partager leur victoire. Mais de ouf. Mais c'est trop bien un programme en groupe. Moi aussi, au départ, je me disais, ouais, je préfère l'individuel. Moi, j'ai le coach que pour moi, c'est personnalisé et tout. Et en fait, un jour, j'ai fait un coaching de groupe. Je me suis dit, non, en fait, c'est 10 fois mieux. En fait, j'ai toujours le coach. Je vois les autres se faire coacher. Donc, des fois, ils ont des problèmes que moi, j'ai pas encore. Ouais. Et donc, j'apprends encore plus de trucs. Et en plus, je suis en contact avec des gens qui sont comme moi dans le même programme, tu vois. Et tu vois, devenir CM, un truc qui fait que ça marche bien, c'est parce qu'il y a cet effet de groupe. Les gens, ils démarrent la formation en même temps. Ils ont le même objectif, c'est d'en vivre. Ils se motivent ensemble et tout. Donc ça joue de ouf. Donc du coup, quand t'es bloqué à 5K par mois, les 2 évolutions possibles, c'est ça. Et tu vois, moi, je savais pas que j'allais créer un organisme de formation, développer tout ça et tout. Moi, au début, je voulais juste quitter mon boulot, tu vois. Je voulais juste pas avoir un patron qui me fait chier, faire ce que j'aime et être tranquille. Et en fait, au bout d'un an, le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que tout était possible, en fait. Et justement, là, en ce moment, je sais pas si tu vois sur les réseaux sociaux, mais il y a plein de vidéos de personnes qui arrivent sur le marché du travail et qui se rendent compte qu'en fait, c'est saturé, qu'ils trouvent pas de job, qu'ils enchaînent les entretiens et ils ont pas de réponse. Et en fait, ils se noient dans la masse, quoi. Ouais. Et nous, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que la solution à ça, c'est la prestation de service. Parce qu'en fait, tu apprends une compétence, tu la vends, tu la réalises et t'es payé. Et ça, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes. Mais de ouf. Et du coup, c'est se sortir de ce truc de t'es dépendant que quelqu'un te choisisse alors que finalement... Ouais. Mais tu vois, moi, quand j'étais salarié, quand je travaillais en agence et dans le groupe où je bossais, il y avait des gens qui avaient le statut de freelance. En fait, c'était des consultants qui venaient et ils étaient payés beaucoup plus que nous. Ce modèle-là, il va se développer de plus en plus parce que même pour l'entreprise, pourquoi tu vas prendre le risque de recruter un mec en CDI qui va te coûter cher, que tu peux pas virer si ça se passe pas bien, que tu dois former, etc. C'est beaucoup de risques en fait pour la boîte. À l'inverse, tu peux prendre quelqu'un qui est déjà... C'est le meilleur de son secteur, il est opérationnel, il arrive demain, t'as pas besoin de le former, et si ça se passe pas bien, tu peux arrêter la presta. Ouais. Bah en fait... même du point de vue entreprise, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Ouais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les meilleurs dans leur... Mais peu importe le métier, hein. Genre les meilleurs dans leur métier, ils se mettent en freelance en fait. Parce qu'ils savent la valeur qu'ils peuvent apporter et ils savent qu'ils seront mieux rémunérés en freelance. Ouais. Avec ce qu'on vient de dire, il y a une vraie opportunité là en ce moment pour les personnes qui ne sont pas épanouies dans leur taf, de pouvoir vraiment faire une reconversion et de pouvoir choisir un métier dans lequel ils seront le plus épanouis et surtout qui va les payer à leur juste valeur. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé avec les réseaux sociaux, c'est que, j'adore le marketing, j'adore le contenu et tout ça, donc j'aime bien ça, mais en plus, c'est une compétence qui est demandée sur le marché. Donc, tu vois, tu vas pas créer un nouveau marché, genre convaincre... Genre, il y a des milliers d'entreprises qui ont des community managers. Il y a déjà une demande qui est là. Donc toi, tu as juste, en fait, tu apprends cette compétence, si tu sais apporter des résultats, tu auras des clients en fait. Donc là, il y a une vraie opportunité pour des gens qui sont pas heureux en fait dans leur taf, que ce soit le community management ou autre chose, mais de dire ok, je peux apprendre une compétence qui est demandée et aller la monétiser à mon compte en fait. Ouais. Et du coup, être beaucoup plus libre et mieux payé. Mais là, je trouve ce qui est cool, c'est qu'on a donné une vision globale, tu vois, du métier, de c'est quoi un community manager, comment on développe une activité, vraiment là pour les gens qui ont vu, je pense que ça leur a donné une bonne vision de ça. Il y a 2 trucs, c'est qu'il y a ceux qui pensent que community manager, c'est facile. Ouais. Et genre... mais parce que t'as des pubs qui te montrent ça. Qui te disent, oui, en travaillant 2 heures par jour, t'as juste besoin de poster des posts sur Instagram et tu peux quitter ton boulot et tout. Bah non, ça marche pas comme ça. L'entrepreneuriat, c'est dur. Enfin, genre, il faut taffer, quoi. Ouais. Il faut être prêt à passer à l'action, il faut se bosser et ça va être challengeant au niveau mindset, au niveau de plein de trucs. Donc, il faut être prêt à se lancer là-dedans. Maintenant, si t'as la vraie bonne intention, c'est-à-dire que t'aimes vraiment le marketing, les réseaux sociaux, que ça te plaît, que tu t'es pas juste dit ouais, ça va être facile, je vais gagner de l'argent facile, et que t'as vraiment la vocation véritable, j'ai envie de dire, de vouloir accompagner des entreprises, de vouloir vraiment contribuer, aider des marques à se développer, etc., que vraiment t'as cette envie-là, et que c'est pas juste pour toi, pour gagner de l'argent, etc.,
je pense que si tu as ces 2 conditions, ça va marcher en fait. Ouais. Les personnes qui nous regardent là, si vous avez kiffé, donnez-nous des idées, dites-nous en commentaire. Mettez plein de commentaires là, faites-nous péter l'engagement de la vidéo, tu vois. Première vidéo YouTube de devenir CM. Première vidéo YouTube de devenir CM. Mettez-nous des idées en fait. Déjà, dites-nous si ça vous a plu et donnez-nous des idées de prochains sujets si vous voulez qu'on les aborde. Et d'ici là, on se retrouve sur Instagram et sur TikTok. Mais de ouf. Mais oui. La newsletter si vous y êtes inscrit. Je disais tout à l'heure, on mettra le lien de la masterclass devenir CM en barre d'infos, ouais. Donc voilà, c'est une vidéo d'1 heure gratuite qui te donne vraiment le plan d'action pour te lancer en tant que CM. Bisous tout le monde. Ciao. Ciao. Bisous tout le monde.